Bonsoir à tous et bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Entre l'encre et les mots en compagnie de toute la team. Bonsoir les filles. Bonsoir Florian, Bonsoir bonsoir Flo, Séraphine, bonsoir tout le monde. bonsoir J'ai Mathéo, bonsoir à tous. pourquoi il n'y a pas la même ambiance qu'en coulisses? Hein, je vous vois hein, chère Séraphine. En tout Ah cas, oui, je parce suis que ravi de vous moi, non. retrouver. Non, toi t'es toujours sage Sonia, merci à Oui. vous. Merci à vous d'être présents ce soir. Donc, on l'a dit pour ce nouveau numéro. Donc, entre l'encre et les mots, on reçoit ce soir David de Chanteranne, qui est historien, journaliste, écrivain. On va avoir l'occasion de parler de son univers qui est très large et très varié. Mais il est avec nous ce soir pour nous parler d'un livre que tu as chroniqué, Sonia, enfin que tu vas nous Oui, chroniquer. Chronique des territoires, comment les régions ont construit la nation, aux éditions Passé Composé. Qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots? Eh ben, on apprend plein de choses, même des régions qu'on pense connaître en fait, et qu'on ne connaît pas forcément. Et en fait, on s'aperçoit que pour faire une nation, il faut des régions. Eh ben écoute, dans 5 minutes, nous t'écouterons effectivement pour avoir ton avis. Et bien entendu, on ne change pas une équipe qui gagne. On aura aussi l'extrait donc de Marie Méran, la comédienne de l'émission, qui est très intéressant, hein. J'ai hâte de le réécouter avec vous. Et puis bien entendu, Séraphine, hein, qui rejoint l'émission depuis ce début d'année pour nous faire le portrait de Séraphine. Séraphine, en quelques mots, pour ceux qui nous rejoignent, qu'est-ce que tu peux nous dire sur David? alors David, ça a été impressionnant de travailler sur son profil parce qu'il a tellement de choses à dire, il a fait tellement de choses il y a l'impression aussi de se perdre dans une montagne d'informations. Et non, finalement, non, parce que c'est tellement intéressant et passionnant que vraiment, c'était chouette, c'était un chouette travail, j'ai bien aimé. Eh ben écoute, dans l'impatience de t'écouter aussi, je salue toutes les personnes qui sont avec nous. Donc on le rappelle, hein, David est historien, journaliste et écrivain, passionné donc de la période napoléonienne. Et c'est ce que nous allons découvrir avec lui tout de suite. Bonsoir David. Bonsoir Florian, bonsoir Sonia et bonsoir Séraphine, bien sûr. Merci à toi donc d'être avec nous ce soir, comme on l'a dit, pour parler donc de ce livre Chronique des territoires, pardon, comment les régions ont construit la nation. Donc avant toute chose, tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Ouais, très bonne année à tous. Très bonne Voilà. année et surtout la santé pour vous et pour tous vos proches. Et ben pour toi Pareil. également. Donc tu connais le principe de l'émission, hein. Tu étais déjà Mm. venu, on en parlait tout à l'heure en coulisses, il y a 3 ans, presque jour pour jour, hein. Tu étais venu dans le cadre du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte. Et là, tu es avec nous pratiquement à 220 ans du sacre de Napoléon, hein. On va avoir Mm. l'occasion d'en parler dans cette émission. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui est David de Chanteranne? Bon bah j'écoutais, on va en parler un peu simplement, c'est-à-dire que je suis né il y a 50 ans, presque, voilà, il y a un peu plus de 50 ans à Épinal, donc je suis originaire des Vosges. J'ai fait toute ma jeunesse à Plombières-les-Bains, qui est une station thermale vosgienne également, où un certain nombre de personnages historiques venaient régulièrement, et en particulier Joséphine, puis Napoléon III, son petit-fils, qui était revenu régulièrement. Et puis donc la ville a bénéficié de leurs apports, de leur soutien. Et ensuite, c'est devenu une station très à la mode pendant toute la période à la fois de la Belle Époque, des années folles, et cetera, jusque un peu avec un peu moins maintenant d'ambition, si l'on peut dire, mais c'est une très belle ville avec, un grand nombre d'éléments patrimoniaux. Et cette passion de l'histoire, eh bien, elle est née là parce que maman s'est occupée du musée. Mon père m'a aussi, fait découvrir un certain nombre de choses. Et puis j'avais 2 grands-pères qui étaient vraiment passionnés d'histoire et de patrimoine. Donc bah, je me suis lancé tout simplement dans l'histoire de l'art, tout d'abord à Strasbourg, puis j'ai fait mes études ensuite à Paris. Et donc actuellement, après avoir été journaliste dans différents magazines d'histoire, on en parlera peut-être avec Séraphine tout à l'heure, eh bien, je suis actuellement directeur des sites patrimoniaux de Rueil-Malmaison. Donc ça concerne les différents musées de la ville et les archives, après avoir été en poste à Brienne-le-Château et à Châteauroux. Et puis j'ai été également directeur et rédacteur en chef de plusieurs magazines d'histoire. Et je suis actuellement rédacteur en chef de la Revue du Souvenir napoléonien depuis 2008, mais j'y travaille depuis 1997. Eh ben, écoute, en tout cas, c'est une belle panoplie. Et puis tu le disais aussi, revue dans du Château de Versailles magazine. Alors voilà, j'ai dirigé le magazine Château de Versailles pendant plus de 10 ans, un magazine également sur Paris, un autre magazine sur Napoléon Ier et Napoléon III, et maintenant donc je suis le rédacteur en chef de la Revue du Souvenir napoléonien, que j'ai reprise et qui est redevenue un peu autonome depuis un an. Et puis sinon, bah, je suis auteur d'une douzaine d'ouvrages seul, d'une quinzaine à deux,
avec donc des co-auteurs. Et puis sinon, la bibliographie, elle comporte à peu près entre les préfaces, les colloques, etc., entre 80 et 90 livres. Donc c'est passionnant, passionnant. Mmh. Oui, et puis bon, on va avoir l'occasion hein, de découvrir l'ensemble de ton univers. Donc, tu l'as dit, tu as écrit plusieurs livres sur Napoléon, dont le précédent, hein, donc tu étais venu nous le présenter dans cette émission, Les 12 morts de Napoléon. Mais juste avant d'en parler, pourquoi cette fois-ci t'avoir consacré sur les territoires plutôt que sur Napoléon, par exemple? Alors, c'est une rencontre avec, une discussion avec mon éditeur, qui était, mon éditeur, donc c'est Arthur Chevalier, que vous connaissez peut-être, qui est un chroniqueur historique, qu'on voit notamment sur France 5 et qui est tous les matins sur RMC, et sur RMC Story aussi à la télévision, qui fait une chronique historique et qui est donc mon éditeur, au départ, c'était aux éditions du Cerf et puis maintenant chez Passé Composé. C'était une discussion, on avait publié plusieurs ouvrages ensemble et il m'avait dit: «Ah, il faudrait que tu élargisses parce que tu es passionnant sur d'autres domaines et tu as surtout beaucoup voyagé à travers la France. Fais-nous découvrir ton histoire de France à toi». Et en discutant avec lui, on s'est dit: «Mais pourquoi raconter la France uniquement vue de Paris?» Paris est intéressante, hein, il y a d'ailleurs un chapitre qui est consacré à Paris, on en parlera peut-être à travers Sainte-Geneviève. Mais on a voulu raconter comment l'histoire s'était construite et que surtout comment la nation s'était, amalgamée, réalisée à travers les différentes régions, les différentes villes, les différents événements. Et donc l'ouvrage, il est né d'une rencontre et d'une discussion avec l'éditeur et voilà pourquoi, Chronique des territoires, est né il y a un peu plus d'un an maintenant, en septembre 2023. Mais bah, tout cas, merci à toi. Et on le rappelle, c'est un essai, donc aux éditions Passé Composé. Voilà. Sonia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, pour l'instant, j'écoute. Pour l'instant, tu écoutes. Eh bien, écoute, Ouais. avant de revenir sur ce livre, David, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de l'ensemble de ton univers. Donc, on l'a vu tout à l'heure, hein, tu l'avais écrit au passé composé, Les 12 morts de Napoléon. Est-ce que tu peux Mmh. nous en parler, nous rappeler pour ceux qui ne le connaissent pas? Alors, pour revenir à la genèse de cet ouvrage, Les 12 morts de Napoléon, il faut rappeler l'un des titres précédents sur lequel j'avais travaillé, qui s'appelait L'Insulaire. L'Insulaire, ça s'appelait L'Insulaire et le sous-titre heu, Les 9 vies de Napoléon. Pourquoi? Parce que Napoléon a vécu à 9 reprises des moments importants de sa vie sur des îles. Je rappelle qu'il est né en Corse, hein, à Ajaccio, qu'il est mort à Sainte-Hélène, encore une autre île, où d'ailleurs je pars dans quelques jours. Je vais partir du 17 au 27 janvier à Sainte-Hélène pour accompagner un groupe. Et Bonne chance. donc, c'est un lieu extraordinaire, hein, je pourrais en parler pendant des heures, ça. Sainte-Hélène, Ah c'est quand bah, même perdu on au a le milieu de nulle temps. part, mais c'est un lieu extraordinaire, vraiment dans tous les sens du terme. Mais voilà, donc les 9 vies de Napoléon, c'était sur les différentes îles, la Sardaigne, ensuite, bien évidemment, l'île de Malte, l'île de la Cité où il s'est, couronné, empereur, l'île également, provisoire de Tilsit, hein, sur le radeau de Tilsit et puis évidemment Wagram, l'île d'Elbe où il a fait son premier exil, puis l'île d'Aix, au large de La Rochelle avant de partir pour Sainte-Hélène. Donc ce premier livre, il était fabriqué de telle manière que, je présentais au présent les épisodes qui s'étaient déroulés, les journées qui s'étaient passées à l'île d'Aix, l'avant-dernière, île de sa vie et puis je revenais en flashback sur les îles précédentes avant de terminer sur l'île qui suivait, c'est-à-dire Sainte-Hélène. Donc la façon dont c'était fabriqué avec des flashbacks avait plu à l'éditeur qui m'avait dit: «Bah tiens, après cet insulaire, on pourrait faire, une autre suite, c'est-à-dire parler de Napoléon à sa mort, mais revenir sur les épisodes précédents» et donc c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire parler de la mort de Napoléon, c'est aussi évoquer les moments où il a frôlé justement cette mort, à la fois à sa naissance, quand il est né dans des conditions un peu difficiles, on se doute bien, hein, au XVIIIe siècle, d'un point de vue d'hygiène, d'un point de vue médical, c'était compliqué. Pour donner un exemple, il fait partie d'une fratrie de 8 enfants, alors qu'ils ont été 13 à être nés et que 5 sont morts, en bas âge. Donc, pour voir dans quelles conditions tout ça a déroulé. Donc il frôle la mort déjà à ce moment-là et puis ensuite, sur les champs de bataille, les tentatives d'assassinat, lorsqu'il a tenté lui-même de se suicider, on le sait peu, mais au moment de la première abdication de Fontainebleau, il pense à mourir et il avale une fiole de cyanure, de poison qui a été préparé par son médecin s'il avait été pris par les Cosaques 2 ans auparavant et comme le poison est un peu éventé, il en est quitte pour un simple lavement d'estomac, mais il s'en est fallu peu. Donc voilà, les 12 morts de Napoléon, c'était la suite un peu de Napoléon sur les îles et c'était construit de la même manière avec des flashbacks. On était à Sainte-Hélène, là, cette fois-ci, je raconte Sainte-Hélène et je reviens sur les 11 moments précédents où il a failli mourir
pour terminer à Sainte-Hélène avec une petite chose un peu amusante, mais je vous invite à lire le livre, donc Les 12 morts de Napoléon, qui est sorti maintenant d'ailleurs en poche depuis, depuis l'an dernier, enfin depuis 1 an et demi. Il est sorti en poche aux éditions Alpha et donc on retrouve toujours le livre, mais cette fois-ci en poche donc à un prix encore plus accessible. Voilà. Eh ben, en tout cas, c'est un livre à découvrir, on le rappelle. Donc vraiment, merci à toi. Après, on a vu aussi, on en parlait tout à l'heure en préparant l'émission, dont cette couverture qui est quand même assez originale, qui est sortie dans le Mmh, cadre, on le voit, dans le cadre du mmh. bicentenaire, donc de sa mort aux éditions du Rocher. Tu nous disais que c'était un graphiste qui avait fait cette couverture, c'est ça? Oui, c'est un dessinateur qui a repris en fait une statue et qui l'a un peu adaptée pour qu'elle devienne, avec ce jeu d'ailleurs de l'ombre et de la lumière, c'était ça qu'on voulait montrer, que, les derniers témoins racontaient les derniers moments de Napoléon à Sainte-Hélène et donc c'est une anthologie de tous les textes qui sont parus, parce qu'on parle toujours du mémorial de Sainte-Hélène comme un grand texte, ce qu'il est d'ailleurs, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu d'autres personnes qui ont entouré Napoléon pendant les dernières années de sa vie. Il a passé 1973 jours à Sainte-Hélène et donc tous les gens qui l'ont entouré, les généraux qui étaient là, bien évidemment l'entourage féminin également, parce que certains sont partis avec leurs épouses, et puis aussi les domestiques, hommes ou femmes, les adversaires, puisqu'il a été surveillé par un gouverneur de l'île de Sainte-Hélène qui s'appelait Hudson Law, qui a raconté aussi ce qui s'était passé. Bref, tous les gens qui ont entouré ont raconté à leur manière, et donc cette anthologie que j'ai faite avec Jean-François Coulon des Arts pour les éditions du Rocher, eh bien cette anthologie reprenait bien, les meilleurs textes, si l'on peut dire, qui permettaient de comprendre jour après jour ce qui s'était passé là-bas sur place, et donc ils racontent à leur manière et puis avec leur témoignage, les différents épisodes, les différents moments de doute jusqu'à la mort de Napoléon. Et puis il y a une préface, très belle préface, de quelqu'un que vous connaissez sans doute, qui est Jean-Paul Kaufmann, qui, vous le savez sans doute, a été lui-même otage. Et donc il a compris ce que c'était que l'enfermement. Il avait écrit un très beau livre qui s'appelle La Chambre noire de Longwood, il y a quelques années. Et donc il nous a accordé il m'avait dit il y a quelques années, ah, si tu fais un livre là-dessus, ça m'intéresserait. Donc il a accepté de faire une très belle préface que je vous invite à lire, qui est voilà, un livre vraiment remarquable, parce que là, pour le coup, je me cache un peu derrière les personnages eux-mêmes qui racontent jour après jour ce qui s'est passé. Et puis c'est classé chronologiquement. On a l'impression d'être dans une pièce de théâtre qui est en train de se jouer, funeste évidemment, mais qui est très poignante et très passionnante. Voilà. D'accord, bah c'est très intéressant de t'écouter. Et d'ailleurs, hein, je vois pas mal de questions qui arrivent et dont certaines que je poserai au moment où tu parleras donc de ton nouveau livre que tu viendras nous présenter dans quelques instants. Mais il y a Tali Bannière qui te pose une question. Est-ce que tous ces livres dont tu nous présentes depuis le début peuvent-ils être adaptés pour un documentaire télé? Ah, c'est une bonne question, Tali. Merci. Oui, alors, par exemple, l'insulaire a été adapté, on va dire librement, puisque c'était un thème auquel j'avais donc bien sûr travaillé. Le livre était sorti, et puis il y avait une documentariste qui travaille sur un thème un peu équivalent et qui m'a dit que ça lui avait beaucoup inspiré. Donc voilà, c'est une chose qui pourrait être faite. Les 12 morts de Napoléon, je pense que ça peut être même mieux qu'un documentaire. Quand je dis mieux, c'est pas qu'un documentaire est moins bien, mais je veux dire, on pourrait en faire presque une, enfin, c'est tellement passionnant la vie de Napoléon que même ne Mm. serait-ce que n'importe quel scénariste n'imaginerait pas du tout ce qui s'est passé dans sa vie. Donc, dans les 12 morts de Napoléon, à mon avis, il y a matière à faire soit une série, soit en faire une fiction, bien sûr adaptée de la réalité, puisque les livres eux-mêmes, même s'il y a une fonction, une forme qui pourrait être un peu romancée dans l'esprit, ça reste un livre d'histoire le plus traditionnel et classique qui soit. Et puis surtout parce que, ben, c'est une bonne question qui est posée. J'ai été récemment là pour une série que vous connaissez peut-être qui s'appelle La Guerre des Trônes, on y reviendra peut-être. J'ai été conseiller historique, donc je vois bien un peu, bah voilà, la Guerre des Trônes, le clan Bonaparte, dans cette série qui est réalisée par Vanessa Ponté avec comme comédien principal Maxime Daboville qui joue l'empereur. Et ben, j'ai été conseiller historique, bah voilà, on fait la photo ensemble. On est au moment du tournage au château de Valençay, dirigé par l'ami Alexis Rousseau. Et bien dans ce très beau château de Valençay qui a appartenu donc à Talleyrand, on a donc voilà, fait cette série en 6 épisodes présentée par Bruno Solo, qui a remporté un beau succès, que je vous invite à revoir d'ailleurs en replay. Donc voilà, à la fois dans ce que j'écris et dans ce que j'aime aussi conseiller, il y a matière à faire à la fois des documentaires, des films, des séries, et je suis très heureux parce que je pense que c'est important aussi de rendre accessible l'histoire. On peut faire des colloques, des choses auxquelles j'ai participé d'ailleurs régulièrement et je continue, des choses très sérieuses à l'université. Je donne encore des cours à la Sorbonne, mais d'ailleurs aussi en fac à Créteil, mais ou en fac de droit ou en histoire. Mais je pense que rendre accessible, c'est aussi un rôle
qu'on doit avoir parce que, il faut toucher le plus grand nombre et puis le faire avec pédagogie et c'est ce que j'essaie de faire. D'accord, bah, en tout cas, merci à toi. Et donc, on le rappelle, La Guerre des Trônes, le clan Bonaparte, qu'on peut retrouver en replay, hein, donc sur France TV. C'était sur France 5, si je me souviens bien, présenté C'est ça. par Bruno Solo. Effectivement, c'est la saison 8 et c'est en 5 épisodes. 6 épisodes et 6. c'est vrai que ouais, c'était la 8e saison et on espère qu'il y aura d'autres saisons parce que je pense qu'il y a une appétence du public pour l'histoire, mais ça on le sait, avec Secret d'Histoire, avec toutes les émissions, avec, les amis, Stéphane Bern et Laurent Deutsch. Mais de manière plus générale, je pense que, on se passionne pour l'histoire parce qu'il y a tellement de choses à découvrir et puis, aussi parce que la pédagogie fait que ce soit les séries, que ce soit les documentaires et les films, l'histoire, c'est passionnant, au cinéma ou à la télévision ou sur les écrans. Donc il y a plein de choses, puis on voit bien, bah, ce blog en fait partie, hein. Je pense que Ah cette oui. émission, heu, cette émission Oh, Entre l'encre et les mots, c'est là pour aussi faire, passionner à la fois pour la littérature et l'histoire en fait partie. exactement. Sonia, si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Non, parce que tout est résumé en fait. Et c'est vrai qu'on a choisi le titre, on a eu du mal à choisir le titre de l'émission, mais justement, Entre l'encre et les mots, c'est pour tout l'art en fait en général. Et voilà quoi. Donc, du coup, ça en fait partie, l'histoire. C'est notre histoire en fait aussi, hein. Bah, Oui, c'est justement, ça. hein, Oui, vas-y, je t'en prie, David. Non, non, je pense que comme on le disait, enfin tous les 3 là, je pense que c'est une façon aussi, différente de toucher des publics qui ne seraient pas venus directement parce que le côté un peu professoral, parce que parfois on a des mauvais souvenirs, hélas, des cours d'histoire, on trouvait ça un peu rébarbatif avec des dates à noter dans tous les sens. Ça reste une base, mais parfois ça ne donne pas envie d'aller plus loin et puis à l'inverse, on se retrouve avec un roman, on se retrouve avec une émission qu'on découvre et on se dit: «Bah tiens, ah j'aurais pas Mm. vu ça comme ça» et puis l'histoire apparaît. Bah, il y a eu des générations qui ont découvert l'histoire grâce à Alain Decaux et André Castelot, aux émissions qu'ils faisaient à la radio, à la télévision. Plus près de nous, il y a eu la génération qui est la mienne, Il était une fois l'homme, Mmh. qui a fait passionner les gens pour l'histoire à travers des dessins animés et puis maintenant il y a des moyens et des médias formidables dans tous les sens qui permettent de faire découvrir tel ou tel aspect et qui peuvent permettre, à la fois par le patrimoine, par le théâtre, par le cinéma, par la télé, par la bande dessinée. La bande dessinée, c'est les mangas aussi. Donc il y a plein de choses et ça touche tous les publics, les jeux vidéo aussi. Donc vraiment, on a la chance, vraiment, on a la chance d'avoir plein de moments, d'histoire, formidables et il faut pas vraiment, bouder notre plaisir. Je pense que c'est ça qui est à Eh ben, retenir. tu as bien raison. Et on rappelle, hein, pour les passionnés d'histoire, qu'on est, bon, c'était sur l'année 2024, mais on est comme dans l'année des 220 ans du sacre de Napoléon, le 2 décembre 1804. Hein, donc ça a fait là, Mmh. 220 ans au mois de décembre 2024. Et à cette occasion, il y a une super exposition donc à Saint-Raphaël, dont tu as fait un colloque pour inaugurer. Hein, donc tu étais quand même Mmh. très, très bien accompagné sur scène. Hein. Il y avait, comment elle s'appelle, Christine Kelly, Marc Menant, Charles-Éloi Vial, Pierre Branda, Thierry Lenz, le prince Joachim Murat, parce qu'on ne sait jamais s'il faut dire Joachim ou Joachim. Mmh. Joachim, Donc, ouais. Joachim, est-ce que tu peux nous, Et nous donc parler justement? l'exposition? Ouais, l'exposition est présentée encore jusqu'au 1er mars 2025 à Saint-Raphaël et je vous invite vraiment à la voir parce que ce sont certains des chefs-d'œuvre de la collection de la Fondation Napoléon et en parallèle avec cette exposition de Saint-Raphaël que je vous invite vraiment à aller découvrir si vous êtes dans le sud de la France, il y a également jusqu'à la fin du mois de janvier, donc jusqu'au 25 janvier, dont je suis le directeur, donc l'exposition avec un grand nombre de trésors aussi de la Fondation Napoléon, spécifiquement là cette fois-ci, consacrée à la journée du Sacre et qui est exposée donc au musée d'histoire locale de Rueil-Malmaison. C'est donc ouvert du lundi au samedi tous les jours de 14h à 18h et j'en reviens là encore récemment, là aujourd'hui, j'avais 2 visites, qui ont très bien fonctionné. Donc vraiment, il y a énormément de choses et puis là, on voit les informations pour Saint-Raphaël. Donc 2 très belles expositions, en particulier qui sont consacrées, l'une plus particulièrement et plus largement à l'histoire de Napoléon à Saint-Raphaël, avec quelques éléments du sacre, notamment un trône intéressant qui a été proposé et prêté. Et puis, jusqu'au 25 janvier, eh bien, l'exposition de Rueil-Malmaison pour les personnes qui se trouvent en région parisienne. Eh ben, en tout cas, merci pour toutes ces informations et avec grand plaisir pour aller visiter donc ces expositions à l'occasion donc du 220e anniversaire du sacre de Napoléon Bonaparte. Donc tu es avec nous pour ce soir, pour nous parler donc de Mm. ce livre, Chronique des territoires, comment les régions ont construit la nation. Et justement, il y a une question très intéressante de Christine, que je salue, qui nous dit, à partir de quelle date ont été créées les régions et pour quelles raisons et pour quels besoins?
Alors, comme le titre l'indique, pour répondre à la question des régions, le livre s'appelle Chronique des territoires. C'est un terme qu'on utilise plutôt aujourd'hui, les territoires, parce que il peut y avoir des territoires d'outre-mer, il peut y avoir aussi des départements d'outre-mer, il peut y avoir des territoires qui ne sont pas forcément constitués selon les régions. Les régions, c'est une création assez récente. Il faut se rappeler qu'auparavant, la France était constituée de provinces, qu'ensuite, à partir de la Révolution française, ce sont des départements qui ont pris la suite et qui ont redécoupé finalement le système territorial de la France. Et à ce propos, petite anecdote peut-être que vous ignorez, enfin j'espère vous l'apprendre, ça peut être intéressant toujours d'apprendre des choses. Les départements ont été constitués de telle sorte, à la fois qu'ils respectent un certain nombre de particularismes régionaux, enfin on va dire territoriaux, historiques, météorologiques aussi parfois, par inadvertance ça a été fait. Peut-être aussi par rapport à des cours d'eau. On voit par exemple et c'est une particularité, le département du Var qui auparavant avait le Var, donc qui est ce fleuve que vous connaissez qui se jette dans la Méditerranée, le Var passait dedans. Eh bien, au moment des redécoupages les plus récents, puisque les derniers départements qui ont été constitués datent du rattachement à la fois de Nice et de la Savoie, eh bien, ces deux rattachements ont fait en sorte que le Var, par exemple, qui était un département qui existait auparavant, avec le redécoupage, eh bien, le fleuve Var ne passe plus dans le Var, ce qui est quand même une particularité, vous voyez, pour vous donner un exemple. Mais juste pour revenir sur les départements, et je reviendrai ensuite aux régions, les départements étaient constitués de telle manière qu'il fallait, c'était un élément vital, hein, il fallait que l'on puisse faire en 1790-95, au moment où tout ça s'est constitué, jusqu'au préfet, au début de 1800-1801, eh bien, il fallait que l'on puisse faire à cheval le chemin entre la préfecture et le point le plus éloigné du département, aller-retour, à cheval, dans une journée. C'était un élément de base pour que ça puisse être, j'allais dire, à échelle humaine. Alors aujourd'hui, les choses sont bien différentes avec l'avion, avec la voiture, avec tous les moyens de transport que l'on connaît, mais il n'en demeure pas moins que c'est un élément qui permet de rendre, allez, j'allais dire, à échelle humaine. Et ensuite, à partir de ces départements, eh bien, ont été constituées des régions qui permettaient de regrouper ces départements pour être plus forts, pour être organisés selon des particularismes peut-être de langue, d'histoire. Alors ça a été le cas, je vous donne un exemple qui m'est cher, c'est la Lorraine. La Lorraine, qui était constituée comme province auparavant, avait ses frontières à peu près équivalentes à celles que l'on connaît de la Lorraine aujourd'hui, mais vous savez que maintenant on a constitué des grandes régions, il y a à peu près plus d'une dizaine d'années, et que ces grandes régions eh bien, reprennent à la fois les anciennes régions, et puis elles ont été regroupées. Donc, par exemple, la Lorraine, avec la Champagne-Ardenne et l'Alsace, constituent le Grand Est. Et puis, il y en a d'autres qui ont été constituées sous la forme. Parce que, il n'en demeure pas moins que ces régions, elles sont évolutives et doivent prendre aussi en considération à la fois les aspects économiques, mais aussi elles doivent quand même continuer de garder les particularismes, les enrichissements culturels. Et c'est pour cette raison que ce livre s'intitule comme ça, Chronique des territoires, comment les régions ont construit la nation, c'est-à-dire que ces villes, ces lieux où se sont déroulés des moments d'histoire ont permis progressivement à la nation française d'être ce qu'elle était et ce qu'elle est encore aujourd'hui. Écoute, en tout cas, merci à toi, c'est très intéressant de t'écouter. Je vois Sonia qui remue la tête. Sonia, tu veux rajouter quelque chose? Non, on l'écouterait. J'aurais bien aimé avoir un prof d'histoire comme ça, en fait, hein. Je serais peut-être Ah, pas C'est bah ça gentil, oui, ennuyée. un c'est prof gentil. d'histoire comme David, oui, on aurait tous aimé, ça C'est c'est ça. sûr, ouais. Ouais, non, c'est clair. Il y a juste une question effectivement qui revient un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à Napoléon. Alors, bien évidemment, je pense que tu t'en doutais, David, que Napoléon allait prendre une place importante ce soir dans l'émission. Mmh. Une question intéressante de Laurent qui nous dit, il a beaucoup, donc Napoléon, hein, a beaucoup parlé de traîtrise au sein de sa propre famille, pour qui il a fait énormément. Est-ce que sans cela, il aurait eu un destin différent? Et on le voit effectivement dans le clan Bonaparte, la guerre des trônes. C'est difficile de répondre à cette question. Pourquoi? Parce que Napoléon a été à la fois j'allais dire le Deus ex machina, c'est-à-dire celui vraiment qui dirige tout, qui est à la base de tout, qui a voulu que les différentes personnes qui l'entouraient soient dans des postes importants. Donc, à la limite, c'est lui qui les a positionnés, qui a favorisé leur ascension, qui les a mis dans des positions importantes en tant que roi, en tant que grand-duc, qu'à la fois comme prince, et cetera, ou princesse, donc frères et sœurs, hein. Et puis d'un autre côté, bah, quand ça n'allait pas dans son sens, alors qu'ils étaient en poste,
et qui devait aussi faire favoriser le lieu, le territoire, la région ou même au-delà, même un royaume complet, bah, si ça n'allait pas dans son sens, il s'en fâchait et il essayait de retirer le pouvoir aux uns et aux autres, ce qui a été le cas par exemple de Louis, son frère Louis Bonaparte en Hollande. Donc parler de traîtrise, j'allais presque dire qu'il a été c'est pas une critique, hein, c'est un constat. Il a été finalement la victime d'un système qu'il a voulu mettre en place, qui lui est revenu un peu comme un boomerang. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas déterminer par exemple de mettre en place un royaume de Westphalie qui n'existait pas auparavant, de mettre à sa tête, son frère, le dernier frère de sa famille, Jérôme, et qu'après lorsque Jérôme ne faisait pas exactement ce que Napoléon voulait, lui en vouloir. C'est un peu contradictoire. Bien sûr, ils auraient dû tout lui devoir, mais d'un autre côté, on ne peut pas aller contre un caractère et une personnalité, ce qui était quand même la base de ce qu'il leur demandait. Je veux dire, il ne peut pas leur demander d'être à la fois autonome et de faire en sorte que tout fonctionne, et de l'autre, leur retirer, leurs autorités respectives en leur reprochant entre guillemets, «une traîtrise». Alors quand on parle de Mmh. traîtrise, souvent on parle de Jérôme, j'en viens d'en parler, on évoque Louis qui en a fait un peu à sa tête, on parle de Joseph qui n'a pas vraiment fait ce qu'il aurait dû faire peut-être en Espagne, enfin quand je dis ça, de la part de Napoléon. On parle de Caroline qui est devenue un peu autonome à Naples avec son mari Joachim Murat, qui était devenu roi de Naples après avoir été grand-duc de Berg et de Clèves, et que Napoléon leur a reproché en disant bah, écoutez, c'est pas ce que je vous ai donné comme ordre. Parler de traîtrise à ce moment-là, c'est toujours compliqué, c'est un jugement de valeur. En Mmh. revanche, on peut dire qu'ils n'ont pas véritablement obéi aux constructions et aux indications que Napoléon leur donnait, et que sur ce plan-là, il a pu être déçu, ce qu'on peut comprendre de son point de vue à lui. Mais j'allais presque dire que c'était les défauts des qualités des uns et les qualités des défauts, quoi, Mmh. pour dire les Et il y choses a plus simplement. on entend souvent la question et on entend très rarement la réponse, mais c'est pourquoi il aurait pardonné au maréchal Ney sa trahison et pas Joachim Murat? Alors, il y revient à Sainte-Hélène, il évoque justement cette question de Ney et de Murat et de leur positionnement et de la façon dont ils ont agi. Ça tient à une seule chose pour Ney. Il n'est pas si dur que ça avec Murat, hein. Il ne faut pas exagérer non plus, parce qu'on lit dans le mémorial de Sainte-Hélène certaines choses, mais quand on voit ce qu'il confiait aux autres personnes qui l'entourent, c'est pour ça que le livre dont on a parlé, là, les témoignages, et puis je l'évoque aussi dans Les 12 morts de Napoléon, euh, avec Murat, il est quand même assez nuancé, même si parfois il est un peu dur dans ses jugements, mais il faut se dire qu'il est enfermé à Sainte-Hélène, que parfois, bon voilà, le côté un peu sanguin de Napoléon revient. Avec Ney, parfois, il est peut-être moins dur. Pourquoi? Parce que Murat faisait partie de sa famille, donc il leur reproche certaines choses. Vis-à-vis de Ney, il ne faut pas oublier que Ney, qui aurait dû le faire prisonnier au moment du retour des 100 jours, il avait dit au roi, semble-t-il, c'est peut-être la légende qui est peut-être plus belle, mais il avait dit je vous le ramènerai dans une cage de fer. Et puis finalement, quand il s'est retrouvé face à Napoléon à proximité d'Auxerre, bah, finalement, il s'est tombé dans les bras et puis il a retourné ses armées en l'emmenant jusqu'au au pouvoir de retour aux Tuileries. Donc il y a peut-être ce changement-là. Le fait que Ney soit venu à ses côtés à Waterloo a compté, même s'il a fait peut-être parfois des erreurs en chargeant contre les carrés anglais. Il a vu la bravoure de Ney, il a peut-être un peu oublié Murat de l'autre, mais il n'en demeure pas moins quand il est revenu sur les épisodes des uns et des autres qu'il a constaté que et l'un et l'autre avaient énormément compté. Et puis je rappelle quand même, pour parler juste de Murat, puis je vais terminer là-dessus, sans Murat, il n'y a pas de Vendémiaire, c'est-à-dire au moment de la prise de pouvoir vraiment forte. Alors c'est pas encore Ouvremère, mais ça va le devenir. Donc en Vendémiaire, c'est quand il repousse les sections royalistes et donc il assoit le pouvoir vraiment définitivement du Directoire. Sans Murat, il n'y a pas la bataille des Pyramides. Sans Murat, il n'y a pas Brumaire. Donc là où ce que Napoléon arrive au pouvoir, il y a Lucien évidemment, son frère, mais il y a Murat surtout. Et puis sans Murat, il n'y a pas Austerlitz, il n'y a pas Eylau, il n'y a pas toutes ces batailles si importantes. Et sans Murat, surtout, il n'y a pas cet équilibre parce qu'il fallait un caractère fort face à Napoléon. Et parfois, ça fait du bien aussi d'avoir quelqu'un qui lui tient tête, et ce qui était le cas aussi de Murat. Eh ben, merci à toi. Il y a beaucoup de questions qui arrivent, c'est essentiellement sur Napoléon, mais je veux vraiment aussi qu'on parle donc de ce Oui, livre, qu'on La parle chronique des du territoire, territoires, oui. Et j'y comment tiens les beaucoup régions aussi. ont Ouais. construit la Mmh. nation. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, il y avait une question intéressante que j'ai vue passer qui demandait, voilà, donc dans cet essai, tu reviens énormément sur des événements qui ont fait les Mmh. régions, souvent Mmh. éclipsés par des événements plutôt nationaux. Si on devait te demander de citer vraiment un événement régional qui t'a marqué, qui a fait peut-être la France derrière. J'allais commencer par le premier.
Alors c'est peut-être étonnant, mais le premier et puis j'évoquerai le dernier. Comme ça, après, au moins, on verra le champ chronologique de l'événement et puis du livre lui-même. Le premier, pour donner un peu l'idée de la construction du livre lui-même, c'est toujours un peu original. J'essaie de trouver un peu, parce qu'il y a tellement de livres d'histoire qui ont été composés et créés depuis tant d'années que, depuis à la fois Hérodote, enfin, depuis les grands historiens, enfin, depuis les origines, que ce livre, il se construit sous cette forme-là. C'est un lieu, en l'occurrence là, je vais parler de Marseille, un épisode, donc un épisode de l'histoire, et un personnage. C'est la rencontre d'un personnage avec un événement historique dans un lieu donné. Marseille, là, Marseille, on commence sous l'Antiquité, hein. Eh bien, Marseille, avec lorsque les Phocéens se sont installés, Marseille, et je vais vous donner juste un exemple parce que je crois que c'est assez révélateur. Lorsque les Phocéens sont installés au VIe siècle avant notre ère, on parle toujours d'un personnage qui serait installé là et qui aurait fait souche en disant qu'il avait voulu épouser l'une des filles d'un des princes locaux et que cette installation a changé le sort de Marseille. Eh bien, cet épisode, avec le roi donc qui a été mis un peu dans une situation difficile, eh bien cet épisode a donné naissance, il s'appelait Protis, hein, le personnage, a donné naissance à la ville que l'on connaît un peu aujourd'hui, ou du moins ses fondations. Marseille, qui était tournée uniquement vers la mer, puisqu'il y avait des échanges maritimes avec les Phocéens, qui est une peuplade, vous le savez peut-être, d'origine, enfin de consonance grecque en Asie mineure. Eh bien, ces Phocéens ont fait souche, ont fait en sorte de continuer leurs échanges évidemment méditerranéens, mais surtout ont commencé à se tourner vers le reste de cette terre qui se trouvait au nord. Et cette terre, c'est devenu la France par la suite. Donc, un lieu, un personnage, un événement. Pour vous donner l'idée de la construction, c'est que je raconte Marseille aujourd'hui, donc c'est-à-dire j'emmène le lecteur dans la ville, on se promène, on découvre les lieux, et puis hop, je fais un focus parce qu'on voit une plaque, parce qu'on voit un épisode, parce qu'on voit un monument qui reste encore en l'état aujourd'hui, par exemple sur un mariage, sur un épisode heureux, sur une bataille, sur une rencontre diplomatique. Et là, en l'occurrence, Marseille, donc la fondation par les Phocéens. Et donc Protis, eh ben, je raconte cet épisode, en quoi il a changé le sort de cette peuplade et de cette région autour de Marseille aujourd'hui. Et puis ensuite, je reviens cette fois-ci dans le présent, et je raconte ce qu'il en reste dans le patrimoine, dans l'histoire, dans les lieux même de la ville, et avec des petits clins d'œil, par exemple jusqu'au football avec les Phocéens, puisqu'on parle toujours des Phocéens lorsqu'on parle de Marseille, mais aussi de leur, de leurs footballeurs aujourd'hui, de l'équipe de l'OM, de l'Olympique de Marseille. Et quand on parle des Phocéens, les couleurs de Marseille, blanches et bleues, sont directement héritées des Phocéens. Et de la même manière, on retrouve des lieux, des édifices, des éléments aussi dans le musée d'histoire. Je ne parle pas du Mucem, hein, qui est une construction et une réalisation récente, qui est intéressante, mais il y a aussi l'histoire à travers le musée d'histoire de la ville de Marseille, que je vous invite à aller découvrir. Donc, je fais du présent, je vais dans le passé pour comprendre un épisode et un personnage, en quoi ça a changé le sort de cette ville et de cette région, et je reviens dans le présent. Et donc, la construction du livre, elle est faite comme ça. Donc ça, c'est le premier épisode. Il y en a plusieurs. Il y a par exemple l'empereur Claude à Lyon, Sainte-Geneviève, j'avais parlé pour Paris, et puis on décline comme ça pendant 29 épisodes. Et le dernier, c'est la rencontre entre De Gaulle et Adenauer. Donc là, on est juste au moment de la prise de pouvoir de Gaulle en 58. C'est la rencontre qui se déroule à Colombey-les-Deux-Églises en septembre 58. C'est le seul moment d'ailleurs où De Gaulle accueille chez lui un personnage important. Et cette rencontre de Colombey va tout changer à la fois dans l'histoire entre les Français et les Allemands, puisqu'on est en train, c'est le cas de le dire, d'essayer de créer la paix, des conditions de la paix, et surtout, c'est un moment important de la construction européenne. Donc voilà, comment un événement, un épisode, peut totalement parfois transformer et, bien évidemment, le lieu où ça se situe, et l'histoire de la personne qui était à l'origine, donc là, en l'occurrence De Gaulle, et surtout en quoi ça a pu construire notre nation dans ce qu'elle a de plus belle et de plus intéressante.
Merci à toi en tout cas, hein. Donc, on rappelle, hein, donc, chronique des territoires, ces régions, donc, comment les régions ont construit la nation. On vient de le voir, on aura la chronique de Sonia dans quelques instants. Mais il y a une question intéressante juste avant d'écouter Sonia qui dit comment avez-vous procédé pour rédiger donc les chroniques des régions? Est-ce que c'est plutôt des recherches, des déplacements, des contacts avec des responsables ou avec des historiens locaux? Comment tu l'as construit ce Alors, livre? c'est tout ça à la fois. C'est pour ça que l'éditeur m'avait dit: «Il faut absolument que tu racontes ça», parce que je suis invité avec grand plaisir toujours dans des conférences, dans des signatures, ou même des voyages personnels, et tous les lieux que je raconte là, j'y suis allé. Donc les 29, alors ça aurait pu être d'autres, hein, c'est un peu aussi, c'est un peu, parfois un peu partiel, un peu trop personnel, mais ça me paraissait intéressant parce que j'avais pris quelques notes, parce que j'avais des souvenirs, parce que j'avais rencontré effectivement, comme tu le dis, des historiens locaux, ou des gens qui m'avaient donné des livres et tout ça, et j'ai creusé un peu plus pour raconter l'épisode en question qui m'intéressait, et puis je pouvais parler d'un lieu où j'avais été sur place pour, découvrir, soit un monument, soit un château, soit une seule plaque ou un élément qui rappelait un épisode, et je trouvais que c'était intéressant de raconter sous cette forme-là, en emmenant le lecteur finalement sur place, tel que se tient aujourd'hui le lieu en question, et puis en faisant un petit flashback, ben, on raconte, l'épisode tel qu'il s'est déroulé, et puis ça permet de raconter l'histoire autrement, voilà. On est sur place aujourd'hui, et puis on fait un petit clin d'œil à l'histoire en revenant en arrière, et puis je raconte l'épisode tel qu'il s'est déroulé, et puis ensuite, en quoi il est intéressant de s'y atteler parce que il a changé et le sort, je disais, de la ville ou de la région, et puis notre sort à nous, en tant que Français. Tu parlais d'Épinal tout à l'heure. Il y a une question qui dit, à Épinal, on connaît les images. Si tu devais en Ouais. choisir une dans ton livre des régions, ça serait laquelle? Une image d'Épinal, il y en a plusieurs, hein, mais il y en a une qui m'est chère, ça va en revenir encore à l'Empire. Parce que l'imagerie d'Épinal, elle est née, à la fin du XVIIIe siècle. Au départ, il y a eu beaucoup d'images pieuses. C'est comme ça d'ailleurs que ça a commencé. C'était des images, qui étaient très diffusées évidemment. À la fin du XVIIIe siècle, arrive la Révolution, et puis le personnage qui va occuper bien sûr, l'imagerie pèlerin, puisque c'est le nom de l'imprimeur qui avait fait donc ces images d'Épinal, que je rappelle d'ailleurs, hein. C'est une construction, une fabrication particulière, c'est-à-dire que l'image, elle est faite en série, avec un grand nombre, c'est une gravure, on va dire, simple, mais la couleur qui est mise sur les images, elle est faite au pochoir. C'est-à-dire que chaque image au départ, hein, après ça a été transformé avec modernisation, mais à l'origine, chaque image était découpée dans ses différentes parties, un peu comme, pour vous donner un exemple, un peu comme une sorte de vitrail avec, Mm. des répartitions et des séparations dans l'image, au sein de l'image même, et donc chaque partie pouvait être, apposée avec bien sûr des pochoirs. On pouvait apposer la couleur dans les différentes parties. Par exemple, je dis n'importe quoi, le visage, hop, une couleur, rosée, et puis, les mains, et cetera, et puis ensuite on faisait du vert avec du bleu et du jaune, apposés simultanément. Bref, et cetera. Tout ça a fait le succès de cette imagerie d'Épinal, et pour donner donc juste un exemple, il y a une image que je trouve très belle, qui est le moment où Napoléon s'endort, sur le champ de bataille, et cette image d'Épinal est devenue une sorte de must, de grande image très, très populaire. C'est celle qui m'avait marqué, je me souviens enfant, et j'aime beaucoup cette image. Donc voilà, si je devais en garder qu'une, mais il y en a eu beaucoup après, hein. Puis alors surtout ceux qui se souviennent, parmi les moins jeunes d'entre nous, parce on dit moi je suis déjà cinquantenaire, il y avait une très belle émission qui passait justement sur les images d'Épinal, parce que l'image d'Épinal a servi aussi de jeu pour les enfants. On devait découvrir à travers un visage, ou à travers une scène, soit un petit personnage, soit une petite scène, soit un animal qui s'était caché dans l'image, et il fallait le retrouver. Donc il y avait aussi ce côté-là, très ludique de l'image d'Épinal, qui a fait aussi son succès, à travers le temps depuis maintenant plus de 2 siècles. Eh ben écoute, en tout cas, je vois que les gens nous rejoignent, donc c'est que les gens t'écoutent et trouvent intéressant ce que tu dis. Ce que je te propose donc, c'est vu que Sonia est avec nous, bah, d'écouter sa chronique. Donc la chronique de Sonia sera donc sur ce livre Chronique des territoires, comment les régions ont construit la nation, aux éditions Passé Composé. Sonia, nous t'écoutons. Avec ce livre, David nous aiguille sur le fait qu'une nation naît surtout grâce aux régions qui la composent. 29 chapitres qui nous font nous promener dans l'histoire de France, dans l'histoire de la France, pays de mythes, de légendes et de terroirs.
des personnages ou en couleur, des partisans, des paysans, la noblesse. C'est ça qui fait de la France un pays hétéroclite. David nous promène de Marseille à Lyon, en passant par Colombelles et Deux Églises, et bien d'autres régions tout aussi magnifiques les unes que les autres. Gastronomie, comme les navettes de Marseille, personnalités célèbres, comme Napoléon, le général de Gaulle et bien d'autres encore. C'est un condensé de la France qui se trouve dans ce livre. On apprend comment chaque région s'est construite et a pris sa place dans notre pays. Ce livre, ce recueil, ne se lit pas forcément de la première page à la dernière sans interruption. On peut piocher aussi au hasard de notre humeur du jour pour telle ou telle chronique. Courte mais bien documentée, on voyage rapidement d'un point à un autre. Un jour, on se retrouve à Marseille. Le lendemain, tout à fait ailleurs. Pour finir, j'aurais juste une question, mais malheureusement, vous n'y avez pas seulement répondu. Donc, je vais la compléter. Comment avez-vous pu choisir telle et telle région plutôt qu'une autre? Et surtout, avez-vous parlé de toutes les régions qui vous intéressaient? Merci pour la très belle chronique que vous avez faite du livre. Hem, alors il y a déjà des régions que je n'ai pas traitées. Déjà, on me l'a un peu reproché et à juste titre d'ailleurs. Il y a quelques régions que j'aime en plus énormément, par exemple, j'aime beaucoup l'Auvergne. C'est le berceau familial du nom Chanteranne. Chanteranne, si vous regardez l'étymologie, c'est le nom qui vient de chanterelle et la reine, c'est la petite rainette, c'est la grenouille. Donc c'est une appellation qui vient d'Auvergne parce que j'avais mon arrière-grand-père qui était originaire de l'Auvergne, qui venait du Cantal et qui ensuite, migrait pour s'installer, en Lorraine. Donc j'aurais pu parler de l'Auvergne, j'en parle pas. C'est un peu dommage quand même, c'est un peu triste. J'aurais pu parler aussi d'une autre région que j'aime beaucoup, qui est la Bretagne. Je l'évoque à Oui. travers 2 Oui. grands, épisodes. Tout d'abord, le moment de la découverte du Canada, puisque la rencontre entre ça commence au Mont-Saint-Michel, hein, la rencontre entre Jacques Cartier et le roi, François 1er. Mais ensuite, la découverte du Canada va se faire avec grandes, heu, 3 grandes découvertes, 3 grandes, expéditions qui partent de Saint-Malo, un endroit que vous connaissez tous et qui se déroule et qui se tient bien sûr en Bretagne. J'aurais pu parler aussi d'autres régions plus particulières. Bon, j'évoque Lille avec Vauban, j'évoque évidemment un épisode que je trouve formidable, c'est l'arrivée de Léonard de Vinci avec François 1er et qui va s'installer ensuite. Léonard de Vinci va s'installer, vous savez, le grand maître s'installe à Amboise où d'ailleurs il repose toujours aujourd'hui. Bref, il y a plein de lieux, avec le Clos Lucé, hein, donc il y a plein de lieux liés soit aux arts, soit à la musique, soit au cinéma, enfin j'évoque différentes choses. C'est vrai que j'aurais pu parler d'autres régions. Je les ai choisis de manière pas forcément arbitraire, mais j'ai essayé de trouver aussi un sens dans cette construction. Je dis pas que les autres régions ou celles que je n'ai pas choisies n'ont pas d'importance, mais qui me touchaient, qui avaient aussi une importance dans la construction de la France elle-même, comme par exemple l'entrée de Jeanne d'Arc à Orléans, le moment où, heu, c'est la bataille de Poitiers avec Charles Martel et puis des choses un peu plus heureuses, ou malheureuses, comme par exemple, plus difficile, la répartition et la tripartition de cette Europe, telle que nous la connaissons, au moment de la reconstruction en 1960 et bah, cette tripartition entre les 3 petits-fils de Charlemagne, ce qu'on appelle le traité de Verdun. Donc je parle de Verdun et de ce moment, de cette rencontre manquée entre les 3 frères, qui se sont déchirés et qui ont fait que, ben, nos cousins germains se sont séparés de nous avec les conséquences funestes que vous connaissez. Bref, il y avait plein de choses à raconter. Donc j'ai choisi aussi l'importance que ça avait pu avoir dans notre cheminement, notre histoire. Donc c'est très partiel, c'est, personnel, mais j'allais presque dire, bah, pourquoi pas faire un deuxième tome avec tout C'est ce ce que qui j'allais dire. Bah, c'est ce que je Merci dis, Sonia, Christine. merci. C'est ce qu'allait Bah, voilà, dire Christine aussi. Est-ce que vous avez prévu un tome 2 pour parler de ces régions oubliées, c'est pas puisqu'elle rajoute prévu, effectivement qu'elle habite en Haute-Loire, ouais. Christine. Et bah, exactement et elle a juste raison parce que Haute-Loire et ben, c'est très amusant que Christine pose cette question. J'étais en Haute-Loire, ce week-end. J'étais au Puy-en-Velay. Je suis allé en Ah, Puy-en-Velay, voilà et donc j'ai découvert la cathédrale. Donc vous voyez, mes conférences, mes voyages me permettent aussi encore de découvrir plein de choses et je connaissais pas le Puy-en-Velay, j'ai trouvé ça magnifique. Mmh. Heu, la ville, c'est formidable, on découvre plein de lieux, le théâtre est très beau, enfin voilà et puis on se balade, on rencontre des personnes, on passe des bons moments et
la France est tellement riche qu'effectivement, bah, si le succès est au rendez-vous et je pense que ça fonctionne bien là en ce moment pour le livre et cette émission, j'espère va y contribuer et ben, le peut-être le volume 2 paraîtra plus tard. Ah bah, écoute, avec grand plaisir et tu seras déjà invité pour le tome 2, hein. C'est Voilà. gentil. Voilà. Sonia, est-ce que tu veux juste rajouter quelque chose? Bon, Non, mais j'en parlais, je regardais, Christine, tu marquais: ouais, «J'appuie au plus en velay» et c'est vrai que j'y étais en vacances aussi étant plus jeune avec mes parents et c'est vrai que c'est magnifique, hein, les petites C'est ruelles et magnifique, hein. ça monte beaucoup mais et quand on est en camping et en fait, on entend le bruit quand il y a eu un orage et en fin de compte, on s'est retrouvés dans Ouais, une c'est cuvette, on impressionnant, hein. savait pas du Mmh, tout et c'est mmh. l'héliport à côté en cas d'urgence. On se dit: «Oh là oui, quand même» et c'est une magnifique région. Ah, c'est très, très beau. Mmh mh. eh ben, en tout cas, voilà, des régions à découvrir, on l'espère, prochainement dans le tome 2. Mais en tout cas, avant de lire le tome 2, il faut lire le tome 1. Chronique des territoires, comment les régions ont construit la nation. Il y a une question intéressante, Sonia, tu as partiellement répondu tout à l'heure, ou du moins tu as fait allusion pour Marseille, mais peut-être qu'il y a d'autres régions. Est-ce que pour l'événement en question que vous parlez dans votre livre, vous avez choisi la gastronomie? Donc, on a eu les Oui, navets alors, de Marseille, les la navettes de recette de Lyon. Marseille, j'en parle par exemple pour Dijon. J'évoque Philippe le Hardy lorsqu'il a pris possession de la Bourgogne, et qu'il y a des spécialités gastronomiques en Bourgogne, évidemment, on en connaît, hein, que ce soit Les les escargots. escargots, que ce soit le vin, enfin, il y a plein de spécialités. Mais la France est remplie de très belles spécialités gastronomiques. Donc, je l'évoque à différentes reprises. Et j'allais presque dire que c'est ça aussi qui constitue une nation. C'est aussi son passé et son patrimoine immatériel. Donc, sa gastronomie, ses films, ses romans, le fait aussi qu'il y ait cette ambiance qui est formidable et qui est tellement différente et complémentaire, j'allais dire, entre l'Alsace d'un côté, le nord de la France, l'Île-de-France, la Loire, la Bretagne, l'Aquitaine, le Midi. Enfin, il y a tellement d'enrichissement permanent qu'on ne cesse de découvrir des choses et c'est pour cette raison aussi que le livre a été fait, c'est que c'était pour rendre, hommage, remercier toutes les personnes qui soit m'ont accueilli, soit m'ont fait découvrir et j'ai voulu le partager avec le lecteur en disant: «Mais il y a tellement de choses par l'histoire à découvrir et pour comprendre comment tout ça, nous a été apporté, nous en sommes aujourd'hui des héritiers à la fois d'un côté et les dépositaires de l'autre, eh bien, il faut aussi comprendre comment tout ça s'est constitué» et ce livre était un peu aussi un hommage et voilà ma contribution pour, remercier. Alors pour rappeler aussi une chose, je suis un peu bavard, hein, il faudra m'arrêter, Mais non, au contraire. la couverture du livre, parce qu'on me pose souvent la question, c'était une question qui s'est posée. C'est vous l'aurez reconnu bien sûr, le cardinal de Richelieu qui se trouve à La Rochelle. C'est au moment du siège de La Rochelle, un siège terrible, affreux, dramatique dans tous les sens du terme. C'était pour asseoir la puissance royale et pour, essayer de contraindre les protestants qui ne voulaient pas, mettre un genou à terre. Donc le drame était au rendez-vous puisque, la plupart des habitants, soit sont morts, soit ont souffert de cette famine qui a été organisée, puisque c'est un siège et qui a entouré la ville et malgré l'aide des en dépit de l'aide des Britanniques qui étaient arrivés aux portes, on voit d'ailleurs les bâtiments, les navires qui sont au large de La Rochelle, avec le cardinal qui est bon, c'est une composition du 19e siècle, hein, bien sûr. Mais je raconte l'épisode lui-même, alors que La Rochelle est une ville que vous adorez sans doute, comme moi, enfin comme d'autres. Oui. Et bien, quand on voit La Rochelle, on ne soupçonne peut-être pas tous ces drames qui se sont déroulés. Je raconte l'épisode et je reviens sur ce qu'il en reste avec les bâtiments, les hommages qui ont été rendus par des statues, par des éléments. Et donc, voilà, ça a encore constitué une base importante. Et je pensais que cette vision du cardinal de Richelieu à La Rochelle résumait comment les régions ont construit la nation et c'en est un épisode. Ça peut être dramatique, ça peut être un épisode heureux, comme je disais tout à l'heure avec Léonard de Vinci lorsqu'il est arrivé. Ça a donné bah, finalement le goût de l'art et des artistes, peut-être aux Français de manière encore plus importante. Et avoir un tel talent, un tel chef-d'œuvre, notamment avec la Joconde dans ses bagages, bah, ça a aussi contribué. Et la Joconde reste, qu'on le veuille ou non, l'un des symboles de la France. C'est peut-être paradoxal parce que ça vient d'Italie, mais c'est aussi notre patrimoine et on en est très fiers. Mmh. Alors, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais est-ce que c'est aussi un petit clin d'œil par rapport à l'ancienne couverture au passé composé des 12 morts de Napoléon? Là, tu dis Richelieu à La Rochelle. On Ouais. rappelle que sur là, Napoléon, si je me souviens, c'est sur le bateau quand il part pour l'île d'Aix, si je me souviens bien.
Alors, il est entre l'île d'Aix et l'Angleterre, et c'est en fait un clin d'œil. Alors, pour la construction de la couverture, il y a cette Mmh. espèce de virgule qui entoure l'image et qui est reprise donc par les éditions Passé Composé pour quasiment toutes leurs couvertures. Parfois, il y a des exceptions, mais c'est une très belle réalisation. Il y a un petit côté effectivement assez comparable entre les deux couvertures, déjà par cette virgule, et puis par l'attitude d'un Napoléon un peu résigné et on serait à moins, d'un côté, et de l'autre, le côté déterminé du cardinal de Richelieu. Donc, il y a le contraste d'un côté, et il y a à la fois l'incarnation de l'histoire par un personnage. J'aurais pu choisir Jeanne d'Arc, d'ailleurs j'y avais pensé au début, et puis finalement on a choisi cardinal de Richelieu, mais il y a tant d'hommes et de femmes aussi qui ont contribué à notre histoire de France. Je parle de Aliénor d'Aquitaine, je parle de Jeanne d'Arc bien sûr, mais voilà, c'est important, et puis Sainte Geneviève. C'est important de rappeler aussi les personnages qui ont incarné, qui à un moment donné se sont soulevés face aux invasions, face aux difficultés, et qui ont, j'allais dire, pris leur courage à deux mains pour essayer de faire en sorte que notre histoire soit celle que nous connaissons. Voilà, mais en tout cas, on rejoint le commentaire de Laurent, effectivement, qui nous dit les couvertures sont juste magnifiques. Donc vraiment, merci à tous. Ben, on saluera les créatifs de la maison Passé Composé et les concepteurs graphiques de ces couvertures qui sont très belles, effectivement. Eh bien, écoutez, moi, ce que je vous propose maintenant, bah, c'est d'écouter donc l'extrait donc de Marie, puisqu'en plus, pendant l'extrait, on a la couverture, donc ça permettra aussi de pouvoir continuer à la regarder. Donc, Marie s'excuse, hein, elle ne peut pas être avec nous ce soir, hein. Sonia, tu me corriges si Oui, je dis, mais j'ai cru oui, voir un non, j'ai vu commentaire ça qui disait que, dans voilà, c'est ça. voilà, qui est donc, en tout cas, elle s'excuse de ne pas être avec nous, mais en tout cas, voilà, je vous propose d'écouter l'extrait donc de Marie, comédienne de l'émission, pour ce livre Chronique des territoires. Marie Méran présente un livre de David Chanteran, Chronique des territoires, aux éditions Passé Composé. Dans l'histoire, plus encore celle de notre pays, souvent paradoxe n'est qu'apparent. La nation française s'en est en effet progressivement construite, non au gré des régimes, mais à la suite de guerres successives ayant forgé son unité. Car aussi étrange que cela puisse paraître parfois, sans les perpétuelles luttes territoriales, engagées à l'encontre ou par des voisins à l'affût de la moindre parcelle, voire lorgnant le trône laissé vacant, les périodes les plus anciennes n'auraient sans doute pas forgé une puissance royale, impériale, puis républicaine aussi aboutie. Les combats militaires engagés pour la défense des frontières, les velléités expansionnistes de certains princes ou d'ambitieux généraux, la conscience collective qui s'empara du pays pendant plus de 15 siècles ont affermi notre conscience collective. Tout cela n'a été rendu possible que par l'engagement de personnalités hors du commun. Ces rencontres, entre le destin de quelques hommes ou femmes et leur pays, ont aussi servi à leurs contemporains, selon leur niveau et leur degré personnel d'engagement, de cimenter leurs convictions. Phares éclairants, tout autant que chefs charismatiques, ils ont aggloméré autour d'eux ce qu'aucun autre n'eût accompli sans la débauche d'énergie déployée en ces instants cruciaux. Les chapitres de cet ouvrage réunissent certains de ces moments, parmi les plus importants, siècle après siècle. Par des origines différentes, des raisons diverses et des lieux sans lien apparent, ils forment un fil d'Ariane ininterrompu. Aucune exhaustivité dans cette sélection, juste nourrie au gré de visites et de rencontres, mais aussi de nombreuses analyses proposées par les spécialistes régionaux, les travaux d'érudits et universitaires. Les découvertes archéologiques, l'exégèse des archives et les analyses comparatives constituent, on le sait, 3 piliers de la science historique. En combinant le produit de ces recherches avec le contexte à la fois politique, économique et social de la période concernée, le matériau obtenu apporte son lot de révélations. Ce livre de chroniques, florilège personnel, constitue un panthéon idéal, mieux, un historial composite. Paul Verlaine, dans Cauchemar, a parfaitement résumé ce sentiment mêlé qui nous a emportés. J'ai vu passer dans mon rêve, tel l'ouragan sur la grève, d'une main tenant un glaive et de l'autre un sablier, ce cavalier. Chevauchons donc, aux côtés de cette mystérieuse estafette,
à travers les chemins escarpés, les ruelles étroites et les vastes champs de bataille pour nous imprégner de cette part d'éternité. La redécouverte de notre patrimoine, tant bâti qu'immatériel, s'offre par ces sites qui ne demandent qu'à révéler leur ultime trésor. Des mystères enfouis et essentiels, dont cette promenade invite à exhaler les parfums. Voilà donc pour l'extrait donc de ce livre aux éditions Passé Composé, Chronique des territoires, comment les régions ont construit la nation, par David Chanteran ici présent. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ton Ah, livre? ça fait plaisir et puis surtout, ça me fait en plus d'autant plus plaisir que d'abord, c'est une très belle voix, elle le lit avec beaucoup de passion et j'ai trouvé ça très beau et puis surtout parce qu'il y a un petit clin d'œil en plus qui nous touche, pour l'émission, que vous composez et que vous créez ensemble, entre l'encre et les mots, puisque le titre parce que cet extrait, il est issu de la préface ou on va dire de l'avant-propos et que j'avais titré «Le glaive et le sablier». Et il y a un petit clin d'œil que je trouve entre l'encre et les mots qui est assez amusant. Donc voilà, ça me touche pas plus particulièrement et que ce soit présenté dans votre émission, votre belle émission, ça me ça m'émeut. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Eh ben, c'est nous qui te remercions d'être avec nous pour parler donc de ce livre. On le rappelle, on le disait pour ceux qui nous rejoignent, hein, il y a 2 ans, 3 ans même bientôt, tu étais Mmh. 3 ans jour pour jour avec nous pour parler du bicentenaire de la mort de Napoléon. Aujourd'hui, tu es avec nous donc pour parler donc de ce livre aux éditions Passé Composé. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Sonia, qu'est-ce que Je ça te dirais fait toi toujours de... envoûtée par la voix de Marie, moi, à chaque fois. Chaque Ah live, ouais. en fait, voilà, elle nous transporte quand elle lit, en fait. Et en fait, elle raconte l'histoire. Donc on le rappelle, c'était Oui le prologue. et puis cette façon de le transmettre, donne envie, vraiment, enfin, donne envie de relire le livre autrement. Enfin, il y a ce ton parce que il n'en demeure pas moins lorsqu'on écrit, au départ, c'est prévu pour, notre voix intérieure, mais le fait de le lire à haute voix transforme aussi le regard et la perception qu'on a d'un texte, quel qu'il soit et j'ai trouvé très beau, parce que je l'avais choisi aussi, mais j'ai trouvé très beau la façon dont elle, lisait l'extrait de Verlaine et c'est vrai que j'ai vu passer dans mon rêve tel l'ouragan sur la grève d'une main tenant un glaive et de l'autre un sablier, ce cavalier. La façon dont elle le lit, on est emporté quoi et c'est tout le talent des comédiens et des comédiennes comme Marie donc vraiment c'est un bonheur de l'écouter. Eh ben, merci à toi et je sais pas si elle est avec nous, mais en tout cas, voilà, je te fais des gros bisous, chère Marie, et voilà, merci à toi de faire partie donc de l'équipe de cette émission. Une question intéressante qui vient d'arriver, je la vois, elle est là. Que pensez-vous des nombreuses strates administratives qui découpent le territoire local, je commence, intercommunalité, pays? Est-ce que ça ne risque pas de faire perdre l'identité? Tu as 2 heures. Ouais, j'ai 2 heures, c'est un bel exercice. Sans rentrer dans des détails et des considérations qui pourraient être considérées comme voilà, des perceptions, à l'emporte-pièce, je pourrais juste dire que, c'est le produit justement ces strates dont on parle, hein, administratives, elles sont le produit de l'histoire. Alors il y a pas de jugement de valeur dans ce que je vais dire, hein, mais elles sont le produit de l'histoire. C'est-à-dire qu'auparavant, avant que n'apparaissent, les préfets qui sont, vous le savez, les liens directs entre le pouvoir exécutif, donc aujourd'hui le président de la République et le département, ces préfets, ensuite devenus aussi, il y a eu des préfets de région, hein, qui existent, ils sont les révélateurs, c'est-à-dire qu'ils doivent à la fois informer le pouvoir central de ce qui se passe dans les lieux qu'ils administrent et d'inverse, ils doivent faire redescendre les décisions qui sont prises et les faire appliquer de manière la plus exacte et possible, de cette façon. C'est, je vous dis, le produit de notre histoire. Il y a eu des intendants dans les différentes provinces. Il y a eu des commissaires qui étaient envoyés par le pouvoir central. Ensuite sont arrivés, je vous l'ai dit, donc les préfets et de la même manière, les strates, que ce soit les communes, on parle souvent des 36 000 communes de France, puis ensuite les intercommunalités qui partaient de principe d'essayer de s'entraider pour être plus forts et de mettre en commun un certain nombre d'actions ou de produits ou de matériaux. Eh bien, tout cela fait que ça paraît effectivement une sorte de millefeuille administratif compliqué parfois, ou d'autres. C'est aussi notre particularisme local, c'est aussi notre particularisme national. La France est faite comme ça, c'est-à-dire qu'on aime bien parfois se réunir,
pour être plus fort et puis parfois on se chamaille. Mais j'allais presque dire c'est ça qui fait notre charme. Alors sans donner de jugement, je veux juste te dire que c'est révélateur finalement de la façon dont notre histoire s'est constituée et que même si on pourrait se dire: «Ah bah tiens, il faut tout simplifier», ça va se faire parfois aussi et de manière un peu compliquée avec, à l'encontre des Français eux-mêmes. Donc, eh bien, il faut, me semble-t-il, hein, il faut l'assumer. C'est le produit de cette histoire qui date de, allez, on va dire presque déjà de nos ancêtres les Gaulois et puis même dans nos territoires ultramarins, même dans nos on reste le produit de cette histoire. Ça a été des moments difficiles, ça a été des moments plus heureux, mais on doit l'assumer et j'allais presque dire, parce que c'est mon rôle d'historien, regardons la réalité en face. On peut les améliorer, il y a certaines choses encore à faire, mais c'est assez révélateur et on doit finalement, d'une certaine manière, assumer ce passé, assumer cette histoire en le regardant en face, avec les bons et les mauvais côtés, en les regardant justement pour essayer de nous améliorer et de se rendre compte que nos ancêtres, eh ben, nous ont apporté, un legs important et qu'il faut le faire fructifier le mieux possible avec parfois des difficultés, mais c'est aussi notre rôle à nous de jouer et pour les générations suivantes. Oui, oui, en tout cas, merci de le rappeler. On le rappelle donc que tu es historien, journaliste, écrivain, attaché de conservation au musée Napoléon de Brienne, le château, Je l'ai été, hein. rédacteur en Donc à ouais. Brienne, oui, voilà, à Brienne, je l'ai été pendant plusieurs années, pendant 4 ans et demi. Ensuite, j'étais en poste à Châteauroux et maintenant je suis, directeur des sites patrimoniaux de Rueil-Malmaison et à Ah bah, Brienne, c'était formidable, hein. À Brienne, on a fait, un musée avec toutes les équipes, avec Angélique, Duc, avec, aussi, toutes les équipes de la municipalité parce que c'était un travail important avec Jeanne Roussel, et puis avec les différents, maires successifs qui ont travaillé, on a fait un musée qui, me semble-t-il, fonctionne très bien et qui continue de fonctionner. Donc, voilà, c'était un beau travail. On a refait entièrement le musée, hein, c'est pendant 4 ans et demi et ensuite, bah, j'étais en poste à Châteauroux, j'ai trouvé ça passionnant aussi et puis maintenant, donc à Rueil-Malmaison, je poursuis, ce travail d'attaché de conservation pour les musées et les archives. eh ben, en tout cas, j'imagine que ça doit être passionnant, puisqu'il y avait la question qui passait tout Ouais. à l'heure. Napoléon, c'est votre personnage historique préféré? Alors, bah oui, d'une certaine manière, c'est-à-dire que je l'assume, hein, il y a pas de difficulté, c'est-à-dire que c'est celui qui me passionne le Elle est plus. là. Heu, dans Passion, il y a les 2 aspects. Vous savez, quand on parle de la Passion du Christ, c'est à la fois le moment le plus important de sa vie et le moment où il va souffrir le plus. Bah, c'est exactement la même chose. Chez Napoléon, il y a tout ça réuni. C'est une passion, c'est-à-dire que j'ai étudié par l'histoire et l'histoire de l'art, le contexte, les personnages qui ont été importants, les épisodes et puis progressivement, on rentre dans des détails, ce qui permet de mieux connaître et surtout d'avoir encore plus de nuances. Et quand on a de la nuance, enfin quand on espère d'avoir de la nuance, c'était aussi le sens de mes maîtres, tels qu'ils me l'ont appris, à la fois à Strasbourg et puis ensuite avec Jean Tullard, qui m'a suivi pour, mon bac+5 hein, et mon diplôme de la Sorbonne. Il nous a toujours dit: «Soyez le plus détaché, le plus déconnecté possible du personnage ou de l'épisode sur lequel vous travaillez». Et ben, c'était ça un peu le sens de ça, de cette question. Personnage que j'ai préféré étudier, mais il n'en demeure pas moins que j'essaie d'être, non pas critique, mais d'être le plus objectif, de le rendre avec ses qualités et parfois ses défauts d'ailleurs qu'il a reconnu lui-même, donc il y a pas de difficulté là-dessus. C'est un personnage qui est passionnant. Pourquoi? Parce que la période elle-même, entre la Révolution et l'Empire, il s'est passé tellement de choses en si peu de temps qu'il y a eu des générations entières qui ont été imbriquées, dans le bon ou dans le mauvais côté, que c'est vraiment intéressant de s'y atteler avec, je vous dis avec soin, méticulosité. Puis j'ai la chance aussi d'avoir, une confrérie d'historiennes et d'historiens qui travaillent sur cette période, où on s'entraide, on se donne des conseils, et donc ça permet d'enrichir aussi notre regard et surtout pour le bienfait, à la fois des lecteurs et des lectrices. Donc vraiment il y a tout à faire et tout encore à enrichir sur cette belle période qui va pour dire les choses simplement, de la naissance de Napoléon, c'est à peu près donc 1769, donc disons le milieu du XVIIIe siècle. Et puis si on va aux successions et aux conséquences que ça a pu avoir, jusqu'en 1880, jusqu'en 1900 quoi, pour dire les choses, et puis même jusqu'en 1914. Donc il y a vraiment un siècle et demi là, ou plus d'un siècle et demi, où il y a plein de choses à découvrir et c'est passionnant dans tous les domaines, que ce soit donc politique, social, économique, artistique. Donc il y a tellement de choses que c'est très intéressant et jusqu'à la diplomatie elle-même.
Eh ben, écoute, en tout cas, merci à toi. Donc, juste avant d'écouter la question de notre invité, on le rappelle hein, qu'aujourd'hui, Saint-Raphaël, jusqu'au 1er mars, vit au rythme donc, des commémorations des 220 ans du sacre de Napoléon, avec cette exposition où tu le disais tout à l'heure qu'il y a des objets ayant appartenu à l'empereur, dont le trône, on a vu un bicorne, il y a aussi Hmm. un fusil aussi, j'ai vu, donc, Ouais. qui est exposé. Donc, voilà. Et comment ça se passe justement dans les expositions comme ça? C'est les gens qui prennent leurs objets? Enfin, comment ça se passe? Comment on fait pour récupérer des objets ayant appartenu à l'empereur ou à d'autres personnages historiques? Ça fonctionne parfois différemment. Lorsque c'est le cas d'une commémoration, comme c'était le cas lorsque j'étais commissaire adjoint au musée du Louvre sur le tableau du sacre de Napoléon, ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est réunis avec les autres commissaires. Et le commissaire principal était Sylvain Lavessière. Le commissaire adjoint avec moi aussi était Alain Pouchetou. On s'est réunis pour à la fois travailler sur le tableau lui-même, voir les dessins préparatoires, les compositions de l'artiste et tout ça, et puis plus largement, essayer de réunir autour des objets, des éléments qui pouvaient éclairer le spectateur qui venait au musée du Louvre avec des éléments qui pouvaient le comprendre. Bah, c'est la même chose là à Saint-Raphaël. C'est le commissariat de Pierre Branda qui a permis de réunir des objets qui venaient de la Fondation Napoléon et de collectionneurs privés. Et de la même manière, bah, je l'ai fait la même chose au musée d'histoire locale de Rueil-Malmaison. On a réuni des collections de la Fondation Napoléon et puis on a complété ça avec un livre de la collection des Amis de Frédéric Masson, qui nous a été prêté par la présidente Nadine Vogel. Et puis le château de Malmaison nous a prêté une très belle gravure aquarellée qui représente les répétitions du sacre. Donc on essaie d'être à la fois exhaustif, didactique, et puis aussi quand c'est un thème, quand c'est un personnage, quand c'est un épisode qu'on essaie de rappeler, eh bien d'essayer d'être le plus compréhensible avec des objets qui sont ici ou là. Et puis il y a des contraintes forcément économiques, donc on essaie de faire des choix pour que tout ça rentre dans un cadre qui est défini au départ. D'accord. Donc on le rappelle, tu es avec nous pour ce livre, Chronique des territoires, comment les régions ont construit la nation. Une question intéressante qui dit justement dans vos recherches pour écrire ce livre, les chroniques, est-ce que vous avez découvert un lieu, un personnage ou un événement qui vous a particulièrement plu ou que vous voudriez approfondir? Alors oui, c'est d'ailleurs une question très, très intéressante et je vous remercie vraiment de l'avoir posée parce qu'elle est amusante. Je vais vous dire, je vais vous raconter pourquoi. Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure en parlant de l'Alsace. Mais c'est un personnage que vous connaissez, hein. C'est Clémenceau. Alors, je vais pas me lancer dans une biographie de Clémenceau, il y en a eu plein et tout. Mais j'ai trouvé que enfin l'événement que je raconte, là, on est à Strasbourg, où j'ai fait mes études au départ. Le moment où Clémenceau vient à 2 reprises, en 1918, juste donc après l'armistice qui est signé, puis en 1919, pour voir comment l'Alsace peut être réintégrée. Vous savez que l'Alsace-Moselle avait été séparée de la France et avait été inclus dans le Reich allemand. Comment cette réintégration en France s'était faite, avec les particularismes d'ailleurs, et d'ailleurs il en reste, hein, puisque vous savez qu'il y a certaines lois, puisque par exemple la séparation des églises et de l'État qui s'est faite en 1905 en France, comme l'Alsace-Moselle était en territoire allemand à ce moment-là, eh bien en 1918, lorsque ces deux territoires sont revenus à la France, ils ont dit: «Mais voilà, nous, on n'a pas connu la séparation des églises et de l'État. Pourquoi on ne pourrait pas conserver notre temps d'avant?» Et c'est ce qui est le cas. C'est pour cette raison que les prêtres, en particulier, sont fonctionnaires de l'État, comme ils l'étaient avant 1905. Parce que l'Alsace et la Moselle n'avaient pas été, heu, transformées par cette réforme qui date de 1905, avant même que 13 ans après, elles ne redeviennent françaises. Donc voilà, j'ai voulu raconter cette histoire pour Strasbourg et cette rencontre, donc ce voyage qu'effectue Clémenceau, vous savez, le père de la victoire, hein, celui qui avait fait beaucoup pour contribuer à ce que la France soit victorieuse de l'Allemagne. Eh bien, Clémenceau, lorsqu'il vient en Alsace dans un premier temps, en 18, c'est la fête, tout le monde est très heureux. Et en 19, des questions se posent de problèmes administratifs, de problèmes d'intégration, de problèmes de langue, comment tout ça va se dérouler après le long épisode qui a frappé l'Alsace et la Moselle en territoire allemand. Donc, c'était une vraie question posée et j'ai trouvé que ça m'avait fait découvrir à la fois Clémenceau, qu'on connaît, mais encore plus particulièrement parfois pendant cet élément et ce moment d'histoire, double moment d'histoire de 18 et 19, et puis qu'à travers cette rencontre avec l'Alsace, eh bien Clémenceau s'était révélé un peu différent de ce qu'il était autrefois, dans ce qu'on connaît de lui, dans l'histoire. Donc, je vous invite à lire ce chapitre parce que je pense qu'il y a des choses à découvrir de Georges Clémenceau
alors qu'on a l'impression de tout connaître, du tigre, tel qu'on l'appelait. Exactement. Bon, en tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment passionnant de t'écouter. On le rappelle, on a vu la couverture passée, Chronique des territoires, comment les régions ont construit la nation. Donc on le rappelle, hein, c'est un tome 1. On laisse présager, si ça marche bien, qu'il y On aura un verra, tome 2. on verra, on verra, Mais on en tout verra. cas, c'est passionnant en tout cas. Donc si je Oui. comprends bien, effectivement, les problèmes administratifs font partie de notre histoire, de nos gènes. Ça a toujours été. Ça a toujours été parce que on est dans une situation où on essaie de trouver des solutions et l'administration, qui est une chose assez récente, hein, je rappelle que les fonctionnaires tels qu'on les imagine aujourd'hui, alors il y avait des gens qui étaient en poste, mais le fonctionnariat tel on l'imagine aujourd'hui date de manière récente, fin 17e, début 18e siècle, et qu'ils ont apporté énormément, contribué énormément à l'organisation de notre vie quotidienne, et que, eh bien, ce système tel que nous le connaissons, c'est le produit de cette histoire, depuis 2 siècles ou 2 siècles et demi. Et il y a un autre personnage, je voudrais revenir aussi parce que je trouvais que c'était intéressant d'en parler. On parlait de la Bretagne tout à l'heure, j'en parlais. C'est Anne de Bretagne. Vous savez que la Bretagne a été rattachée à la France au moment de ce mariage, double mariage d'ailleurs, d'Anne de Bretagne avec 2 rois successifs, les 2 frères qui se sont succédés. Et lorsqu'elle épouse Louis, le dernier roi, eh bien la Bretagne va donc être rattachée à la France. Mais il n'en demeure pas moins que le particularisme breton, avec les chants, avec la gastronomie, avec, l'attachement des Bretons à leur terre, il reste encore, très prégnant, plusieurs siècles après. Et donc ce mariage d'Anne de Bretagne, même s'il marque un moment important de cette histoire française, de manière plus large, ben il n'en demeure pas moins que la Bretagne reste, un territoire un peu à part, et c'est ça qui fait notre richesse. C'est ce que j'essaie de dire à travers ce livre, ça n'est pas pour nous opposer, bien au contraire. C'est que les uns et les autres, et on s'en est rendu compte dans des moments difficiles, souvenez-vous par exemple de 14-18, souvenez-vous de 39-45, les résistances, elles se sont faites dans toutes les régions. Les apports des soldats et des femmes qui étaient restées, à l'arrière du front pour travailler dans les usines et tout ça, et bah, cet effort de guerre, il a été fait par chacune et chacun, et qu'il y avait pas, «Ah non, on n'a pas voulu». Non, non, toutes les régions ont été imbriquées, les régions ultramarines aussi, donc les outre-mer ont été là. Quand on voit les soldats qui sont partis au front, qui venaient, ce qu'on appelle les tirailleurs sénégalais, mais c'était plus large, hein, les tirailleurs sénégalais, ils venaient pas uniquement du Sénégal, en beaucoup, bien sûr, mais il y a aussi, des troupes qui venaient du Maroc, d'Algérie, qui venaient même de Tahiti et d'autres. Donc, ils sont venus pour apporter leur concours, de la Réunion ou d'autres, pour apporter leur concours et faire en sorte que la France se défende face à l'envahisseur. Eh bien, on est aujourd'hui très, très heureux et on doit reconnaître les efforts qui ont été faits par ces différentes populations, qu'elles viennent de partout, qui ont constitué notre fierté et surtout qui nous ont apporté ce qui reste encore marqué sur nos frontons de nos mairies: liberté, égalité, fraternité. Ça n'est pas un vain mot, ça n'est pas une appellation et une devise qui est galvaudée, bien au contraire, ça reste encore très prégnant et très actuel, et on le doit au sacrifice et à ce que chacune et chacun a pu apporter à travers l'histoire. Et pourtant, des fois, on entend certains qui aimeraient justement changer ces 3 mots sur la façade de nos mairies. Ça relève pas de mon sort, je suis uniquement historien. Je suis là pour raconter ce qui s'est passé justement dans le passé, mais je rappelle souvent que l'histoire n'est pas le passé. Ça peut paraître étonnant ce que je vais dire, hein, mais c'était mon maître, un de mes autres maîtres, Jacques Jourquin, qui me disait toujours: «L'histoire, ça n'est pas le passé. C'est la façon dont on raconte à notre époque à nous, ce qui s'est passé autrefois». Donc Mmh. la façon dont on le raconte aujourd'hui sera différente de dans 50 ans, dans 100 ans, parce qu'on a on a des convictions, on a une histoire personnelle, on a des centres d'intérêt qui changent selon la période dans laquelle on se trouve, et on ne raconte pas, par exemple, l'histoire, de la fondation de Marseille, ou par exemple la façon dont l'empereur Claude, s'était présenté devant le Sénat romain pour essayer de défendre sa ville natale qui était Lyon. Bah, ça ne s'est pas passé de la même manière chez les chroniqueurs du Moyen Âge, que ça s'est passé et ça s'est raconté, sous l'Ancien Régime, que ça s'est pas raconté au 19e, que ça se raconte aujourd'hui. Parce qu'on est des produits d'une histoire nous-mêmes, et parce qu'on a des techniques, des moyens, et puis aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, avec toutes les ressources aussi, de l'internet, on a accès à un certain nombre de documents, qui ont été traduits, qui ont été, travaillés aussi par les chartistes et par tous les gens qui travaillent sur les archives, et donc on a un matériau de plus en plus important
et on a la chance de pouvoir en bénéficier. Et dans 50 ans, ce sera encore plus important. Ils diront, ah, ils ont analysé telle ou telle manière, tel élément, mais on a encore découvert d'autres archives, d'autres éléments qui permettent de comprendre autrement l'événement tel qu'il s'est déroulé. On voit le bandeau qui circule effectivement, comme quoi on va avoir la question de notre invité juste après. Mais il y avait une question intéressante par rapport à ce que tu disais, justement, je crois que c'est Tali qui posait la question, oui, qui dit, lorsque vous faites des recherches historiques, est-ce qu'il vous arrive que des informations se contredisent? Et dans ce cas, comment faire le tri et récupérer la bonne information? Et je sais qu'on en a Merci, discuté l'autre merci soir. encore Tali, parce que ça, c'est le sens essentiel du travail de l'historien. Souvent, des gens s'intéressent à l'histoire et se prêtent à vouloir écrire des livres, et tant mieux d'ailleurs, parce que tout ce qui peut faire le produit d'une connaissance, il faut jamais le, le mettre de côté. Pourtant, il y a une méthode. C'est vraiment la question de Tali de ce soir. Il y a une méthode qu'il faut entretenir. C'est-à-dire qu'il faut confronter les sources. Ce n'est pas parce que vous lisez un événement ou un élément ou, je sais pas, une anecdote qu'il faut pour le prendre comme argent comptant. Peut-être c'est le produit de la légende. Peut-être c'est le produit d'une, on appelle ça aujourd'hui fake news, et qui s'est répercuté. Donc, l'idée et le travail de la recherche, c'est ce qu'on dit justement dans cette question, c'est que les informations peuvent se contredire. Donc, il faut retenir celle qui est la plus plausible. Et comment peut-on le faire? En voyant s'il y a d'autres sources qui abondent dans ce sens ou au contraire les contredisent. Pour dire les choses plus simplement, si vous avez 2, 3, 5, 10 sources qui disent la même chose, c'est sans doute, je dis bien sans doute, attention, il faut faire attention parfois, mais c'est sans doute que c'est celle-ci qu'il faut retenir et non pas celle qui va inventer un épisode ou une anecdote qui semble un peu difficile d'être crue, et donc c'est celle-là qu'il faut laisser de côté. Mais je dis bien, il faut confronter, et donc la nuance fait en sorte que l'histoire est bonne. C'est-à-dire que la nuance permet de justement ne pas trop aller dans un sens ou au contraire, mais que la nuance permet d'essayer de retrouver et d'extraire la substantifique moelle, si vous me permettez, de ce qui s'est passé réellement dans l'histoire. Et donc c'est ça, faire le tri, ça se fait en confrontant et en accumulant et en faisant le choix ensuite de ce qui est le plus exact, ou du moins ce qui est le plus semble le plus exact par rapport à ce qui s'est passé. Alors, je vais peut-être poser une question qui fâche, excusez-moi, mais on me l'a posé samedi, justement, et j'ai dit, bah, écoutez, il y a David Chanteran qui vient, Mmh. et lui seul, je pense, pourrait y répondre, par rapport au tombeau aux Invalides. Est-ce que Ouais. c'est réellement le corps de Napoléon qui repose dans ce tombeau? Tout le monde dit, Alors que- voilà, voilà. voilà un exemple très particulier et très spécifique. Napoléon donc, je rappelle les épisodes précédents, il est enterré pendant 19 ans à Sainte-Hélène parce que les Anglais refusent qu'il quitte, le sol, de Sainte-Hélène. On accepte en 1840, c'est la reine Victoria qui accepte la demande qui est faite par le roi Louis-Philippe que le corps de Napoléon revienne. C'est ce qu'on appelle le retour des cendres. Il n'a pas été incinéré, mais c'est le terme générique et poétique du corps de Napoléon. Il revient aux Invalides. Pour aller vérifier que c'est bien lui, eh bien, il y a une expédition qui est envoyée avec à son bord le propre fils du roi Louis-Philippe, le prince de Joinville. Il fait tout un parcours pour aller jusqu'à Sainte-Hélène. Il en revient ensuite et la cérémonie a lieu donc aux Invalides le 15 décembre 1840. Et donc, on a ouvert le cercueil pour vérifier que c'était bien Napoléon. Il y a eu des témoins qui ont été faits. Le corps est reparti donc aux Invalides, là où il est donc, il repose jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il y avait des témoins qui avaient connu Napoléon à son époque, qui avaient assisté à son inhumation et qui ont attesté de son autorité. Alors, pourquoi y a-t-il des doutes? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que dans les témoignages des gens qui ont vu le corps lorsqu'il était mis dans les cercueils successifs, parce que c'était emboîté comme des sortes de poupées gigognes, pour surveiller, pour protéger et pour justement que le temps ne fasse pas son œuvre, eh bien, ça a été utile parce que lorsqu'on a réouvert les différents cercueils, le visage de Napoléon était intact. Bien sûr, après, l'oxygène a fait en sorte qu'il se décompose. Excusez-moi les détails un peu terribles. Mais quand on a refermé, on était bien sûr que c'était lui. Et pourquoi y a-t-il des doutes? Parce que dans les témoignages des uns et des autres, au moment de l'inhumation et au moment de l'exhumation, c'est-à-dire en 1840, donc 19 ans après sa mort, eh bien, il y a des témoignages qui se contredisent parfois. Alors, on s'est dit, ça y est, on nous a caché la vérité, un peu de complotisme dans tout ça, on nous a caché la vérité, sans doute que Napoléon n'est pas là, etc. Pour répondre à cette question, je vais vous trouver une petite pirouette, parce que on est sûr que c'est lui, il y a pas de difficulté là-dessus. Une petite pirouette que raconte souvent Jean Tullard, que j'aime citer. Il raconte que Ian Fleming, vous savez, le créateur de James Bond, se promenait alors qu'il était enfant avec sa grand-mère qui lui fait visiter Westminster. Et à Westminster Abbey,
Elle s'arrête à un moment donné, elle dit: regarde ici. Tu vois cette dalle?» Alors l'enfant regarde, il dit: «Regarde, en dessous de nous se trouve le corps de Napoléon. Il n'est pas aux Invalides, nous l'avons installé là pour qu'on soit sûr qu'il ne s'échappe pas.» Et Jean Tullard de conclure: «Donc on peut être sûr aujourd'hui d'affirmer vraiment, avec la plus grande certitude, que la grand-mère de Ian Fleming était totalement folle.» Bien sûr, ça fait rire tout le monde. Mais c'est Oui. tout ça pour vous dire que, bien sûr, c'est une pirouette de Jean Tullard et que j'aime répéter, mais qu'il faut, pour être sûr d'une chose, et jamais l'affirmer jusqu'au bout, mais au moins s'appuyer sur des documents, sur des archives, sur des pièces authentifiées. Les seuls sur lesquels on puisse s'autoriser à s'appuyer, ce sont les témoignages et surtout la présence des personnes qui entouraient Napoléon en 1821 lorsqu'il est mort. En 1840, la plupart étaient d'ailleurs là, présents 19 ans après, pour ouvrir le cercueil. C'était le cas du grand maréchal Bertrand, des différents généraux qui étaient là. Ils étaient là, comme par exemple Gourgaud, ils étaient là aussi comme Ali, qui était son aide de camp devenu mamelouk par la force des choses, et puis surtout qui était devenu son confident aussi. Bref, ils étaient là pour attester de la réalité d'un corps qu'on essaie d'exhumer pour l'emmener aux Invalides. Et puis pour terminer sur cet aspect, juste pour vous répondre, on est sûr que c'est Napoléon. Pourquoi? Parce que, à la fois par son cheminement, aller-retour du voyage, à la fois par le fait même que Napoléon représentait énormément de choses pour toutes ces générations qui avaient été impliquées, et par le respect. Je sais bien qu'aujourd'hui, ce respect, il est un peu plus léger vis-à-vis des autorités publiques, on ne va pas revenir là-dessus. Pour Napoléon, il était inconcevable de mettre quelqu'un d'autre à sa place aux Invalides, parce que par sa présence même, il symbolisait toute cette période du consulat, et même avant, de la révolution du consulat et de l'Empire, et que par sa présence même, il rendait hommage à ces générations qui avaient souffert, mais qui avaient aussi connu énormément de gloire à son époque. Donc, Maître Napoléon, ça signifie quelque chose. Donc, on n'aurait jamais mis quelqu'un d'autre à sa place. Et avec le tombeau qui a été fait autour de lui, et l'hommage qui lui est rendu, et qui continue de lui être rendu par le souvenir napoléonien, par exemple, chaque année, le 5 mai, je vous invite à venir à la date anniversaire et à l'heure anniversaire de 17h49. Chaque 5 mai, à 17h49, au pied du tombeau de Napoléon, on rend un hommage. Il y a une musique qui est jouée, la musique de la sonnerie aux morts, et surtout on dépose des gerbes, le souvenir napoléonien, la Fondation Napoléon, les Ajacciens de Paris. Bref, il y a un hommage qui est rendu non seulement à la personne elle-même, mais aussi, parce que c'est un hommage qui est rendu aux soldats de la Grande Armée et finalement aux Françaises et aux Françaises qui ont connu cette période. Eh ben, merci en tout cas à toi pour ces réponses. Et bien entendu, c'était des questions qu'on entend effectivement à droite, à gauche. Et on Bien s'est dit, sûr, bah, et à on a juste un titre, hein. historien qui est David qui vient, donc on lui Pour posera dire la les choses question. aussi encore plus de manière humoristique, vous savez bien que tous les grands personnages de l'histoire, femmes ou hommes confondus, souvent on se dit non, non, c'était le cas de Jeanne d'Arc, hein, on a dit qu'il y avait une autre Jeanne qui était restée vivante et qu'elle aurait pu s'échapper. On dit la même chose, par exemple, plus proche de nous, de Elvis Presley, que Michael Jackson. Michael Jackson n'était pas mort, etc. C'est fascinant. Et quand ces personnages ont eu un destin hors du commun, on s'est dit non, c'est pas possible qu'ils meurent de manière naturelle ou on nous a caché peut-être une vérité. Chacun se fait son opinion, c'est pas mon idée. Ce que je veux dire, c'est que l'historien doit s'appuyer sur des éléments tangibles. Et les seuls éléments tangibles qu'on puisse disposer, ce sont des archives audio, vidéo, livresques, archives manuscrites. Et c'est à partir de ce matériau-là qu'on est obligé d'écrire l'histoire. Alors après, il peut y avoir l'analyse ADN, il y a plein de choses qui le permettent, mais en l'occurrence, pour Napoléon, il n'y a pas d'autres analyses qui ont été faites, donc c'est bien lui qui est aux Invalides, tout simplement. Eh ben, en tout cas, bah, T'imagines, voilà. Flo, avec tous les lives qu'on fait, on a plein d'audio sur nous de ça. Le jour où on meurt, je te dis pas. Bah, c'est ça. Là, il y a du dossier sur nous. Hein. Il y a du dossier, Oh mais là. ce sera un des produits. Ce sera un des produits de vos travaux et de votre ambition littéraire de faire partager vos coups de cœur de livres. Et ben, ce sera un produit. Mais ça n'est que l'aspect, regardez bien, entre guillemets, officiel. Tout ce qu'on s'est dit avant, on cache la réalité à nos auditeurs et à nos spectateurs, mais tout ce qu'on se dira aussi après va passer à travers. Et c'est ça. Il faut bien se dire que les archives ne reproduisent qu'une partie, on va dire entre guillemets, officielle, ou ce qu'on a voulu transmettre à la postérité. Il faut se rendre compte de tout ce qui a été détruit, qui était peut-être un peu gênant, ou ce qu'on a peut-être oublié, ou parce que le produit du temps fait que on ne retient que tel ou tel élément et pas d'autres. Donc, regardez bien d'ailleurs, on parle de littérature. Un exemple, il y a des écrivains
du XVIIe, du XVIIIe, qui ne sont pas passés à la postérité, femmes et hommes d'ailleurs, qui ne sont pas passés à la postérité, puis on va retenir une Madame de Lafayette, on va retenir un Voltaire. Ils ont marqué leurs esprits et leur temps, mais il y en a peut-être d'autres qui étaient très populaires à leur époque. Regardez bien, il y a des écrivains très célèbres au début du XXe siècle qui ne sont pas passés à la postérité, et on va retenir tel ou tel parce que il est resté dans l'air du temps, parce qu'il y a des lecteurs qui ont continué de s'intéresser à lui ou à elle, et puis que voilà, c'est comme ça aussi que parfois se fait le tri. Donc c'est très aléatoire et on ne peut pas tout comprendre, tout sonner, exactement comme dit Christine. On ne sait pas tout. On ne sait pas tout et c'est justement ça qui rend la chose passionnante, fascinante. Et c'est pour ça aussi que les historiennes et les historiens travaillent pour rendre accessible tel ou tel pan de notre histoire, un épisode ou un élément qu'on a peut-être mal découvert ou au contraire font une synthèse d'un moment qu'on croit connaître par cœur alors que parfois il y a encore des choses qui peuvent se révéler. Eh ben, écoute, en tout cas, merci à toi. Et puis, ça fait une super transition par rapport à ce qu'on va faire. Maintenant, on va avoir la question donc de l'invité donc de la semaine dernière, vendredi. On a reçu Sébastien Théveny qui est venu nous présenter son livre Ceci est une histoire vraie, donc le roman Vérité d'un double crime non élucidé. Donc, ce que je te propose, c'est d'écouter sa question. Eh bien, à David Chantran, en plus, je crois qu'on se connaît, hein, j'ai déjà lu certains de ses bouquins, et puis, si je ne m'abuse, il est peut-être passé chez l'éditeur Beta Publisher, chez qui j'ai été également. Bref, il est spécialiste de Napoléon et de l'Empire. Je suis, moi, un fervent napoléoniste. J'adore l'histoire de cette période et puis l'aventure de Napoléon, tout ce qu'il a pu faire. Et j'en parle parfois avec mes gamins. Quand ils reviennent de cours d'histoire, ils commencent à parler de Napoléon. Et puis, ils me disent, ouais, mais Napoléon, c'était un tyran, c'était un dictateur, voilà, il a envahi des pays, etc., etc. Bon, moi, je leur rétorque qu'il a fait quand même des bonnes choses, le Code civil, tiens, par exemple. Bref. Et la question donc à David, qui connaît très bien Napoléon et cette période-là, c'est qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on pourrait dire de l'empereur? Comment on pourrait le présenter de façon à faire comprendre que, aux générations d'aujourd'hui, à faire comprendre que, bah, il est autre chose qu'un tyran, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on peut aimer, Napoléon? La question, elle est formidable, parce que c'est vraiment l'essentiel vraiment du personnage lui-même. C'est un homme de paradoxe. C'est vrai que c'est un homme de paradoxe. On dit le côté tyran, en fait, il est autocrate, c'est-à-dire qu'il y a des moments, il décide par lui-même et puis, son ambition étant si dévorante qu'il va faire les 2 grandes erreurs de son règne, c'est-à-dire d'envahir, l'Espagne, d'essayer d'imposer sa marque et puis surtout de partir jusqu'en Russie où il va perdre, une grande partie de ses troupes armées. Mais ce côté effectivement, si important, il a notamment en particulier, rétabli ou du moins maintenu l'esclavage. C'est aussi une de ses grandes fautes, qu'il faut quand même reconnaître et lui-même d'ailleurs, à la fin de sa vie, est revenu un peu sur cette question en disant qu'il avait fait une erreur de jugement et on reconnaît effectivement cette erreur de jugement. C'est terrible, enfin, ce qu'il a pu faire. D'un autre côté, pour répondre à la question qui m'était posée, pour dire aussi les choses autrement, Napoléon, c'est le produit de 2 choses importantes. C'est le produit de l'éducation. Ça, c'est le côté positif de Napoléon. Il faut se rendre compte qu'il quitte Ajaccio, il a 9 ans et demi. Il va être étudié ensuite à Autun pour quelques semaines, puis à Brienne-le-Château, où j'étais en poste, dans une école royale militaire qui va lui apporter les bases de son éducation dans plein de domaines. Ça va des mathématiques au français, au latin. Il a appris l'allemand, ça on l'ignore souvent. Et donc il a découvert des choses qu'il ignorait, mais vraiment dans plein de domaines. C'est un lecteur incommensurable et puis surtout passionné. Et par ce produit de l'éducation, il est devenu ce qu'il est devenu, c'est-à-dire quelqu'un qui connaissait énormément de choses, qui pouvait parler d'égal à égal jusqu'avec des souverains, comme c'était le cas ensuite avec l'empereur d'Autriche, l'empereur de Russie et d'autres souverains qui étaient quand même par rapport à lui, par rapport à ce qu'il était au départ quand il était enfant, totalement inaccessible. Et il est devenu évidemment, on le sait, consul et empereur. Bref, il est le produit d'une éducation et lui-même a voulu faire en sorte que cette éducation, il la rende aux autres. C'est pour cette raison qu'il a créé le lycée.
et qu'il a créé en 1808 parce qu'il tenait absolument un diplôme qui permette d'accéder aux études supérieures, ce qui n'était pas possible avant lui, le baccalauréat. Donc première réponse, produit d'une éducation avec le baccalauréat et le lycée. Donc c'est une chose importante pour des générations qui étaient retenues après le certificat d'études, c'est-à-dire à 12-13 ans, on s'arrêtait parce qu'on devait, apporter son concours, de bras aux aides dans les campagnes en particulier, parce que 90 de la population était paysanne en France à son époque. Et surtout parce qu'il a amélioré donc l'alphabétisation et que l'accès à la connaissance et à l'amélioration du quotidien, ça passe par l'éducation. Donc Napoléon, pour l'aspect positif, c'est ça. Et le deuxième aspect positif, et non des moindres, c'est qu'il a fait en France, mais pas que lui, c'est-à-dire qu'il est entouré d'une génération entière de femmes et d'hommes qui voulaient améliorer leur quotidien après la Révolution et les drames qui s'étaient déroulés. Il a fait en sorte avec cette génération, par 240 réformes, ça passe, j'ai donné le lycée, mais ça passe par le code civil, on l'a dit, ça va à la Légion d'honneur, ça va aussi avec des choses, parce que la Légion d'honneur, elle est attribuée à la fois aux civils et aux militaires, eh bien, ça passe aussi par les prud'hommes. On ne sait pas, par exemple, que les prud'hommes, c'est une création napoléonienne pour que les salariés et le patronat puissent s'entendre, se parler. Il a fait le cadastre pour qu'on comprenne comment étaient réparties les différentes propriétés des uns des autres. Il a fait par ces différentes réformes, le fait qu'on roule à droite, c'est Napoléon, que les maisons soient numérotées, c'est Napoléon. Bref, cette génération-là, autour de lui, on fait en sorte que notre quotidien soit amélioré et que surtout, les peuples européens puissent s'entendre. Dans un premier temps, il a tenté de faire la guerre pour au départ imposer des vues communes et pour que les peuples se libèrent. C'était le cas. Regardez, demandez des questions, par exemple, aux Polonais, demandez aux Croates, demandez à un certain nombre de populations, aux Italiens. Ils sont devenus indépendants grâce à Napoléon et lui doivent beaucoup. Donc, ils reconnaissent son talent pour ça. Donc, il a permis au moins à ces différentes nationalités de s'extraire d'un marasme ou d'une domination qu'ils avaient auparavant. Parfois, c'était à leur détriment parce qu'il a parfois été un peu dominateur, mais au moins on peut lui reconnaître deux choses, l'éducation, je le disais, et puis rendre une certaine liberté à des peuples qui étaient asservis. C'est ce qu'il a fait en Égypte, c'est ce qu'il a fait, je vous le disais, en Italie. Il a libéré, par exemple, l'île de Malte. À différentes reprises, il le fait. Malheureusement, il fait l'erreur de jugement dramatique, je vous le disais, et je le répète, hein, de maintenir l'esclavage dans les colonies, mais de l'autre, il va mettre fin à la traite négrière en 1815 et il va se rendre compte que tout cela doit se faire pour que les populations puissent vivre en pleine et entière liberté, dans l'égalité et dans une certaine fraternité. Donc ça, pour ça, au moins, on peut reconnaître à Napoléon tous ces aspects très positifs. Eh bien, écoute, merci à toi d'avoir répondu donc, à la question donc, de Sébastien Telny, qui était avec nous la semaine dernière. Et tu connais le principe de l'émission. Ce Hmm. vendredi, nous recevrons un autre passionné de l'époque napoléonienne que tu connais très bien. Nous aurons la chance d'avoir Alexandre Murat pour le tome 2 de son livre Aranea, le 9e livre. Qu'est-ce que tu as envie de lui poser comme question? Alors, je connais Alexandre. Donc Alexandre, nous nous connaissons et je vais te poser une question qui, à mon avis, va, j'espère, te passionner et intéresser aussi les téléspectateurs. C'est une question qui est plus personnelle. Hem, Pourquoi écrire des livres avec autant de thrillers, si ce n'est que peut-être tu vas nous raconter, mais peut-être l'as-tu déjà fait, comment peut-on l'expliquer autrement que par tes ascendances à la fois de ton ancêtre qui était un personnage de fiction hors du commun, extraordinaire de l'histoire, qui était le maréchal Murat et puis aussi peut-être peux-tu nous parler de tes parents qui t'ont peut-être donné ce goût de la façon dont on doit raconter des histoires et les rendre accessibles au plus grand nombre? Donc voilà, d'où te vient cette passion et surtout ce sens même de perspicacité et d'intérêt pour les thrillers et la façon dont tu peux nous conduire par ta plume avec passion, sur tel ou tel méandre de la littérature. Donc, voilà, d'où te vient cette passion et est-ce que ça te vient à la fois du maréchal devenu roi de Naples, Murat, et puis aussi peut-être de tes parents eux-mêmes? Merci beaucoup pour cette question. Donc rendez-vous ce vendredi pour avoir la réponse. Donc Alexandre Murat qui viendra nous parler de ce livre Aranea, le 9e livre aux éditions Fleuve Noir, qui est le tome 2, hein, Mmh, Sonia, tout à fait. de ce livre Aranea, la légende de l'empereur, également chez le même éditeur. Sonia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de recevoir notre chère amie Séraphine pour faire le portrait Non, de non, David? non, pas pour le moment. Je pense que on a eu beaucoup de belles questions et
des très belles Oui, encore réponses. malheureusement, on n'a pas pu toutes les Ouais. poser parce que sinon, ça allait se centrer sur Napoléon, mais on aura l'occasion Mm. peut-être de les poser après l'émission. Ouais. Je peux te faire revenir, Séraphine? Oui, Oui. oui. Allez, Oui, oui, Séraphine, oui. donc on le rappelle que tu es avec nous. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur cette 1 heure et demie de live? Comme tout le monde, j'ai envie de dire, c'est passionnant. C'est vrai qu'on t'écouterait, on sent ouais, on sent la passion et en même temps, on sent le recul, comme quoi tu as bien appris, ce que tes profs t'ont demandé de faire. Tu arrives à garder du recul tout en tout en bridant quand même, clairement une passion et une opinion, qui doit être difficile non, puis le tout enfin, la question, elle est toute bête, c'est est-ce que tu as travaillé ta mémoire aussi? Parce que c'est incroyable comme tu vas piocher facilement, des exemples et c'est impressionnant comment Non, je pense pas que déjà, il y a des prédispositions, je pense, parce que j'aimais beaucoup la littérature, les poésies, je les apprenais rapidement et puis bon, j'avais une répétitrice, maman, qui était derrière moi tout le temps, donc je pense que ça a joué, mais aussi parce que j'avais, la chance, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, j'ai eu la chance d'avoir 2 grands-pères en particulier, dont l'un alors ils avaient des mémoires, aussi phénoménales, mes grands-mères aussi, alors c'est pareil, j'ai une grand-mère là qui a 96 ans bientôt et qui, se souvient de tout, qui raconte encore des poèmes, qui se souvient de chansons, ouais, à son âge, c'est formidable. Eh bien, j'avais un grand-père en particulier, qui aimait beaucoup les poésies, Victor Hugo et qui me les racontait et à son contact, ça m'a donné envie d'apprendre l'histoire et de raconter des histoires et je pense que quand on comme le disait le philosophe Hegel: «Rien de grand ne s'est fait dans l'histoire et dans la vie sans passion». Bah, voilà, j'essaie de transmettre ma passion de l'histoire et de manière plus générale de ce que j'ai pu apprendre et ben, ça se fait sans problème parce que ça vient aussi naturellement et j'espère que j'arrive à transmettre, cette passion, auprès de vous. je crois Bah, bien, oui. en tout cas, c'est avec passion qu'on t'écoute. Donc, nous écoutons Séraphine qui a, j'imagine, quelques questions à te poser. Alors de fou, direct. Voilà, je préfère te voir David, c'est plus simple. Merci, Allez, merci vas-y. Séraphine. Je vais en Ouais, coulisses, moi, hein. voilà. Passion, je pense que ça a été le mot Ouais. 1er, le mot Mmh, principal parce que c'est mmh. c'est une passion, ce qui doit être, du coup, un petit peu difficile justement quand tu es censé, garder un Ouais, prendre certain du recul. recul. Mmh, mmh. Ça doit être clairement compliqué, surtout que on sent quand même, on la sent cette passion, on sent le sourire que tu émets, on y sent la sensibilité quand même et en majorité, du coup, tu parles de Napoléon. Napoléon est vraiment un personnage et on sent qu'il a Mmh, une mmh. place, prépondérante dans ta vie. Du coup, j'ai envie de te demander si, au-delà de la passion, on peut parler donc de passion, d'obsession, Ah, c'est une bonne d'admiration? question, c'est une bonne question. Ça tient à 2 choses. Quand on commence à être passionné par une période, on a envie d'en savoir plus. En fait, c'est-à-dire que Mmh. c'est un peu comme quand on ouvre une porte, on en découvre 5 derrière et la curiosité et l'enthousiasme font que, bah, j'ai envie d'en savoir plus. Ça, Mmh. c'est à mon avis le propre de chacun. C'est Mmh. le principe des séries. Quand vous avez vu un épisode qui vous a intéressé, vous avez envie de voir toute la série. Bah, c'est un peu la même chose. Moi, j'ai commencé à voir une série qui commençait avec un épisode de sa vie et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas aller plus loin?» Bon, ça, c'est la première chose. La Mmh. deuxième, ça tient à mon histoire personnelle, c'est-à-dire que maman s'occupant d'un musée où il y avait, des objets, des tableaux, qui qui étaient, faits donc à Plombières-les-Bains, Mmh. autour d'une période qui m'a fasciné en tant qu'enfant, je Mmh. pense que ça doit jouer, je pense, dans mon imaginaire, personnel. Et puis l'autre chose, c'est que, ça permet aussi de belles rencontres. Ça permet de belles rencontres, des échanges avec d'autres historiennes et des historiens, avec des lecteurs, avec des chercheurs et tout ça fait que ça devient une grande famille. Quand je dis grande famille, c'est-à-dire qu'on reste nous, les uns les autres, très distants vis-à-vis de tout ça, donc on ne se fait pas avoir en essayant d'être trop, imbriqués et s'impliquer trop, mais ça permet aussi de découvrir ce que les uns les autres découvrent et cette façon de le faire, bah, ça permet d'aller plus loin et de découvrir tel ou tel pan qui n'avait pas été fait. Donc, c'est vraiment passionnant. C'est de la vie quotidienne aussi, c'est-à-dire que c'est mon quotidien. J'y travaille à la fois en tant qu'historien, en tant que journaliste, pour les revues dont je m'occupe. C'est aussi mon cas, lorsque je m'occupe à Rueil-Malmaison, des différents musées. Il n'y a pas que du Napoléon, mais
en grande partie. Et puis je pense que les choix que je fais de carrière et de rencontres me ramènent à Napoléon. Mais vous voyez là le livre, Séraphine, enfin tu vois bien le livre Chronique des territoires. Je parle pas que de Napoléon, parce que je parle que un Ouais. seul épisode qui concerne, c'est le retour de Napoléon en 1815 en passant par Grenoble. Et les 28 autres épisodes, ils concernent soit Oui. Philippe le Hardy, je le disais tout à l'heure, Léonard de Vinci, et puis plus près de nous, Marie-Antoinette à Versailles, Napoléon III à Nice, le colonel d'Enfer pour la défense de Belfort, Clémenceau, j'en ai parlé, le général Giraud pour la libération d'Ajaccio et de la Corse de manière générale. Et pourtant, regardez les questions, elles reviennent sur Napoléon. Parce qu'il y a Oui, des parce gens qui sont passionnés par le personnage, et puis que d'une manière ou d'une autre, les grands personnages de l'histoire, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein, c'est souvent un peu les mêmes qui reviennent. Alors c'est dommage parce que ça laisse dans l'ombre d'autres que j'essaie de révéler encore dans ce livre, Mmh. mais il n'en demeure pas moins que ceux qui déplacent des foules, ça reste Jeanne d'Arc, De Gaulle, Napoléon, Charlemagne, Louis XIV, Marie Mmh. Curie, Pasteur, parce que ils ont marqué leur temps, ils ont marqué leur esprit, ils ont marqué les gens qui les entouraient. Et puis quand on lit, par exemple, du Victor Hugo, lorsqu'on lit du Lamartine ou je ne sais pas, du Madame de Staël, ou même, je parlais tout à l'heure de Madame de Lafayette, eh bien, encore aujourd'hui, ça nous marque et ça nous frappe et ça nous touche. Et donc, je pense que il y a une sorte d'éternité ils ont atteint. Et évidemment que Napoléon en fait partie. OK, mais c'est vrai quand on s'intéresse plus ou moins à une personnalité, à quelqu'un de notre histoire, c'est aussi, parce qu'il y a quelque chose chez lui qui nous touche particulièrement, qui nous inspire ou dans lequel on se reconnaît. Et donc j'aimerais savoir, toi, que t'inspire finalement Napoléon? Est-ce que tu t'identifies quelque part à lui et comment? Pas Qu'est-ce du qui tout. t'inspire? Pas du tout. Et justement, je pense que, alors, j'ai pas d'identification du tout, j'espère, hein, parce que Mmh. je terminerai pas avec la main dans le gilet et puis avec un bicorne sur la tête. C'était le cas de certains, hein. Il y a des comédiens, on en connaît hein, dans l'histoire, qui sont devenus un peu Mmh. fous, qui ont été marqués par le personnage. Oui. Il faut s'en détacher. Et ça a été le cas en particulier de quelqu'un qui a voulu se détacher du personnage de Napoléon, que vous connaissez tous, qui est Serge Lama, qu'il a Mmh. joué sur les planches dans une comédie musicale et qui disait il me rendait prisonnier. Il en a eu peur à un moment donné parce qu'il dit mais si je ne chante plus que du Napoléon sur les planches dans cette comédie musicale qu'il avait créée il y a près de 40 ans maintenant, en 1984, si je ne chante plus que ça, alors les gens viendront voir la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et Serge Lama chantant Napoléon, mais Mmh. je ne chanterai plus d'autres chansons. Et il s'en est détaché en disant c'est dangereux. Et ben c'est exactement la même chose. Il faut s'en détacher. Je me m'identifie pas du tout à lui. Bien au contraire d'ailleurs, les parcours sont Mmh. différents. Je pense qu'il a eu la chance de bénéficier d'un certain nombre d'éducations, mais c'était une période royale, avec une éducation stricte. Au contraire, moi j'ai eu mes parents à mes côtés et ils sont encore là. Donc j'ai la chance de bénéficier de cette chaleur humaine, de cette affection et tout ça. J'ai des amis, une famille et tout ça, ce qui n'a pas été son cas. Et je pense que Ouais. son destin et son caractère, il s'est forgé aussi dans la diversité, dans l'adversité. Il a été Mmh. moqué pour ses origines, caricaturé. Encore aujourd'hui, hein, on le caricature dans plein de domaines. On dit que c'est un dictateur et tout ça. Parfois, c'est un peu vrai pour certains aspects, mais il faut pas non plus jeter bébé avec l'eau du bain. Et de l'autre, il a été lui-même critiqué ou même moqué pour ses origines, pour son accent, pour sa couleur de peau, par rapport à des Français d'origine, par exemple, de la Champagne, là où il se trouvait à Brienne et puis ensuite à Paris. Donc, cette difficulté a forgé son caractère, l'a rendu dur. Mmh. Il avait des bons côtés aussi, mais ça explique son caractère un peu parfois autoritaire et difficile. Et puis c'était une période, la Révolution, il fallait sauver sa peau. Enfin, il y a eu des moments où il a failli d'ailleurs mourir et exécuté. C'est pas le cas, c'est pas du tout mon cas. Enfin, je vais avoir bientôt son âge lorsqu'il est mort. Je peux pas dire que j'ai vécu autant de choses, bien au contraire. Enfin, je veux dire, j'ai été préservé. On est dans une France où on a quand même des conditions exceptionnelles pour pouvoir accéder à des postes par le travail, par le mérite. Et il y a des bourses de recherche, il y a Oui. des aides qui sont faites dans plein de domaines d'ailleurs, que ce Mmh soit mh, mmh. des domaines de travail de bouche, des travails d'artisanat, jusqu'aux domaines plus intellectuels. Bref, tout est possible si on se donne les moyens, si on travaille, si on a des rencontres aussi, si on a un peu de chance. Faut tout ça. Oui. Et j'ai eu ça, mais rien à voir, mais alors rien à voir du tout avec Napoléon. C'est pour ça que j'essaie d'avoir ce détachement parce que Oui, j'étudie avec la distance des 2 siècles qui nous séparent, quoi, tout simplement. tout à fait. Mmh mh.
Et en parlant des 2 siècles qui nous séparent, j'aurais demandé à l'historien si tu avais une machine, à voyager dans le temps et que tu Ouais. partais 200 ans, dans 200 Mhm. ans, Ouais. qu'est-ce que tu aimerais entendre d'un historien qui nous parle du début du 21e siècle? Ah, c'est intéressant ça. Ce que j'aimerais qu'ils nous disent, c'est faites attention. Quand je dis faites attention, c'est pas uniquement c'est dans la façon dont on peut appréhender l'histoire, c'est faites Mmh. attention aussi de ne pas faire de jugement dans le porte-pièce et faites attention surtout à votre entourage. Parce que l'historien, ça peut paraître étonnant ce que je vais dire, hein, il a une responsabilité. Oui, Il a une absolument. responsabilité dans les mots qu'il utilise, dans les jugements qu'il porte et justement, il faut qu'il essaie d'être le plus détaché des choses parce que, comme je disais tout à l'heure, on ne connaît d'une période que certains éléments et tout un pan qui a été détruit ou qui nous est encore inconnu ou qui sont encore en main privée ou qu'on n'a pas encore étudié de soi-même, bah, ça ne fait qu'un jugement partial de cet élément. Donc, c'est ça que je voudrais qu'ils nous disent, attention, faites attention. Je te remercie. Merci beaucoup. Merci Séraphine. Merci beaucoup à Séraphine donc pour, ce bel échange, hein. Moi, j'ai envie de faire comme, Sonia, rester, écouter, et ne rien dire. Qui est avec nous toujours, Sonia. Merci à toi. Sonia, qu'est-ce que tu peux dire sur, ce passionnant échange? Bah, on apprend plein de choses en fait. C'est vrai que même à une question lambda entre guillemets, c'est la réponse est tellement passionnante que du coup on apprend plein de choses et c'est un plaisir, à écouter en fait. Eh C'est ben, gentil, merci à merci. Absolument. toi. Merci. Je voudrais Juste juste av ajouter une ch oui, juste avant que Florian peut-être ne conclue, je sais pas. Je voudrais juste ajouter une chose. On est tous, hein, les produits de notre éducation, notre histoire personnelle, des gens qu'on a rencontrés, des chocs qu'on a pu connaître dans tel ou tel domaine, dans le bien comme dans le mal d'ailleurs. Je dois beaucoup aussi aux gens que j'ai rencontrés aux uns aux autres. J'ai parlé tout à l'heure de Jean Tullard, de Jacques Jourquin, enfin il y en a eu d'autres, hein. Des échanges, des lectures qu'on peut avoir, des échanges avec des autres personnes. Ça compte dans la façon dont on écrit l'histoire, dont on la transmet. En écoutant les autres, en essayant de s'imprégner de ce qu'ils apportent dans les émotions, dans le détachement et tout ça, j'essaie de voilà, de continuer, de poursuivre une tradition qui date d'avant moi et on ne sommes que des maillons d'une chaîne, quoi. C'est-à-dire qu'il faut être à la fois modeste quand on regarde le nombre de livres qui paraissent et tout ça, le nombre d'émissions, de séries, de films et ça ne va jamais cesser d'augmenter. Soyons le plus modeste possible et puis, si on a pu apporter une part, intéressante, tant mieux. Mais je vous dis, dans 100 ans, 200 ans, 500 ans, ben, on dira: «Bon, tiens, les Chroniques des territoires, ouais, c'était sympa», mais il y en aura d'autres qui vont poursuivre et si on a pu apporter, ben, un de ces maillons, ben, au moins on aura contribué à quelque chose et on le fait avec le plus d'honnêteté, on va dire, intellectuelle possible et puis avec, j'aime bien le mot de Séraphine, on en parlait tout à l'heure, passion, bah, c'est aussi Mmh. l'enthousiasme. J'essaie d'avoir cet enthousiasme et pas être, Oui. entre guillemets «blasé», c'est ça. Enfin, après, on fait au mieux, quoi. Eh ben, en tout cas, bah, merci à toi. Donc, on le rappelle que Chouette. tu étais avec nous pour nous parler de ce livre Chronique des territoires, comment les régions ont construit la nation aux éditions Passé Composé. Donc, encore une fois, merci à toi. Juste pour conclure, Un une petit dernière merci aussi question. attends, juste encore une chose, juste merci aussi à l'éditeur, à Passé Composé qui fait un travail remarquable, on l'a dit. Merci Bien à sûr. aux attachés de presse, Lola, Amandine et tous les gens de la maison parce que si un livre, vous est parvenu, pour le lire, si les lecteurs aussi ont la chance d'avoir, c'est aussi parce qu'il y a un travail avec les distributeurs, avec c'est tout un monde, le monde des libraires, les libraires eux-mêmes. En tout cas, enfin voilà, on est encore un maillon, là, cette fois-ci pour le quotidien, et qu'il y a tout un travail qui est fait derrière, des imprimeurs, des gens qui travaillent. Donc, je ne vais pas faire mon Michel Drucker, mais je voudrais dire un grand merci à tout le monde, quoi. C'est vraiment ça parce que, Mais tu voilà, peux. on est, voilà, c'était ça. Un petit clin d'œil parce que ils font un travail tous formidable. Eh ben, merci à toi. Effectivement, on remercie aussi les éditions Passé Composé hein, qui ont aussi Ouais, accepté à ce que l'éditeur tu viennes Arthur faire un Chevalier, live. enfin, voilà, ouais, ouais. Voilà, effectivement. Merci Ouais. à vous. Séraphine, est-ce que tu veux dire un petit mot pour conclure? Pas spécialement. Merci, encore merci. Merci, belle rencontre, Oui, Séraphine. Merci, Merci. Sonia oui. aussi. Je Merci à connaissais toi, Bah, Florian, mais je vraiment. ne vous connaissais pas toutes les deux, et Oui, bravo. Et on remercie aussi Marie hein, pour la lecture. C'était oui, génial, ouais, bah, en tout vraiment. cas, bah, merci à vous. Hein. Donc, on le rappelle pour les passionnés de Napoléon, effectivement, qu'il y a cette exposition donc à Saint-Raphaël jusqu'au 1er mars. Hein. Donc, retrouvez plus d'informations sur Je le rappelle site aussi celle de. de Rueil-Malmaison. Hein, je rappelle Oui, Rueil-Malmaison. Vous pouvez aussi trouver les informations sur le site de la ville de Rueil. Et puis, il y a plein d'événements toute l'année.
rappelle à la fois l'infolettre du souvenir napoléonien chaque mois pour les gens qui sont abonnés, donc je vous invite à y retrouver. J'invite aussi les gens qui peuvent le faire, c'est gratuit tout ça, hein, de venir aussi et de s'abonner à la lettre d'information hebdomadaire de la Fondation Napoléon. Et donc pour les passionnés d'histoire, en particulier de l'Empire, il y a tellement de choses qu'il y a des blogs, il y a plein de blogueurs, plein de livres, de revues, la revue du souvenir napoléonien en particulier. Bref, vous trouvez toutes choses. Et puis donc effectivement, comme vous le dites et comme le Florian l'indique, il y a mon Facebook, l'Instagram, donc vous pouvez trouver l'actualité et je vous emmène avec mon baluchon et je pars, je vous le disais, pour ceux qui le savent peut-être, je pars à Sainte-Hélène dans quelques jours et ça va être encore un voyage formidable. Donc pour Instagram, vous allez voir des photos et je ferai un Ah petit ouais, reportage en direct. Je vais tu vous nous emmener envoies avec tout moi. ça. Ah bah bien sûr. Ouais. Ah ouais. À Eh défaut ben, en de tout cas, pouvoir le bah, faire en merci. vrai, je vous emmène par les réseaux sociaux et découvrir à la fois des gens formidables sur place. Il y a 3800 habitants sur l'île de Sainte-Hélène Ah et oui. c'est extraordinaire, vraiment. Eh ben, en tout cas, on suivra ça de très près sur tes réseaux. En tout cas, merci à toi d'avoir été avec nous. Je rappelle qu'on recevra donc ce vendredi un autre auteur passionné de l'histoire, le descendant direct de Joachim Murat, donc Alexandre Murat, pour son livre Aranea, le neuvième, pardon, voilà, aux éditions Fleuve Noir. Merci à toi, David. Ce fut un plaisir d'être avec toi ce soir. Merci à tous. Donc, on peut retrouver, on l'a dit, donc cette émission sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Et en tout cas, merci à tous d'avoir été présents. Je vois que Christine Faure, Laurent Alain, Tali Bagnères et tous ceux. Et malheureusement, on n'a pas pu poser toutes les questions parce qu'il y en avait énormément. Tu l'imagines bien, David. Mais on pourra continuer les échanges sur ces réseaux. En tout cas, lisez des livres. Voilà, que ça soit historique ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, merci à tous et on se dit donc à vendredi. Ciao, ciao. À vendredi. Ciao, ciao. À bientôt.